Bienvenue à tous, bonsoir, bienvenue pour cette soirée exceptionnelle en compagnie de Guillaume de Roigny et de Olivier François et moi-même de Rome Attitude. Alors ce soir, on va présenter la toute nouvelle gamme qui vient d'arriver de la collection Guillaume de Roigny. On avait consacré un pack de dégustation sur le site avec 5 rhums à découvrir dans cette collection et on va les déguster ensemble ce soir. Pour pas perdre de temps, histoire qu'on soit tout de suite au parfum, on s'était dit qu'on allait commencer avec le premier, qui est un rhum blanc, un petit Montebello agricole blanc. Et C'est du coup, ça. je vais laisser la parole à Guillaume. Est-ce que tu peux te représenter pour ceux qui te connaîtraient pas encore? Allez, ça roule. Je vous présente d'abord le rhum, comme ça vous avez le temps de vous servir et il aura le temps de s'aérer 2 secondes avant qu'on goûte. C'est cet échantillon-là, la bouteille qui est là. Donc c'est un Montebello blanc de la distillerie Carrère ou distillerie Montebello à Basse-Terre en Guadeloupe, qui est à 62 degrés. Donc c'est un high proof, un haut degré. Et donc pour nous, c'était quelque chose qu'on trouvait vraiment très bon et qu'on n'a pas voulu laisser vieillir, etc. Parce que c'est un peu la définition de ce qu'est un rhum blanc agricole de Guadeloupe. Donc, je vous invite à vous servir parce que le degré est quand même assez élevé. On va le laisser respirer un petit peu. Les nouveaux magnifiques verres Rome Attitude. Tac. Ouais, c'est Et parfait pour ces petits avant que ça échantillons là. commence, je vais courir chercher mon chargeur de téléphone avant que j'ai plus de batterie. J'arrive. Ok. Hop. Alors pour ceux qui nous suivent, hein, si vous avez aussi les roms près de vous, n'hésitez pas à partager vos impressions, vos petits commentaires de dégustation ou vos questions à Guillaume. Voilà, il y a aucun problème. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui sont équipés avec tous les échantillons. Vous pouvez soit vous manifester sur le micro, soit dans le petit chat. Voilà, on relaiera vos questions. Je vois qu'Olivier a déjà le nez dedans. Il ne perd pas de temps. C'était lui dedans qui voulait déjà qu'on tout commence direct l'après-midi. à boire le coup. Là, les échantillons sont presque vides déjà, hein, malheureusement. On n'a qu'une box. C'est vrai. Si je fais ça, vous ne me voyez pas dans mon sens, je crois. Là, on te voit plus. Hop, ça y est. Ok, magnifique. Et donc, pour la suite de la question que tu me posais, pour me présenter, donc je suis Guillaume de Roigny. On va la faire courte, puisqu'on n'a qu'une heure pour tout dire, sinon, rien que sur mon parcours, on aurait le temps. Je suis fils de viticulteur, donc j'ai grandi sur un domaine viticole en Côte-d'Aix-en-Provence depuis mon plus jeune âge. Je suis, entre guillemets, né dessus, jusqu'à mes 22 ans. Ensuite, pour des raisons familiales, on s'en est séparés. Et donc, j'ai fait des études de commerce et de communication, de marketing. Et dès la sortie des études, j'ai travaillé comme sommelier pendant 1 an, parce que c'était un job qui me faisait rêver et que je voulais pratiquer un petit peu avant d'entamer ma carrière, entre guillemets. Ensuite, j'ai bossé dans différents domaines viticoles en tant que responsable commercial. Et j'en ai eu marre d'être salarié, clairement. Donc, j'ai créé ma boîte pour faire du service aux pros. Il y en a pour pas couper leur micro, c'est pas bien. Et du coup, ensuite, c'est d'ailleurs au moment où j'étais sommelier, c'était en 2011 à Bordeaux que j'ai découvert un grand intérêt pour les spiritueux qu'on servait là-bas, particulièrement le rhum. Donc j'ai toujours aimé ça, mais j'en buvais pas tant que ça et j'étais pas confronté à des très belles bouteilles. C'était quoi ton premier contact avec un bon rhum? Mon premier contact avec un bon rhum, c'était bon, j'en ai sûrement goûté un ou deux avant, mais c'était plus des alcools plus typiques, style cognac, armagnac français, quoi. Certains whisky aussi. Et j'avais un grand-père qui buvait pas mal de vieux alcools français aussi, de l'Isara, des machins comme ça. Donc ça, j'y goûtais un peu jeune aussi, mais j'appréciais pas trop. C'est un peu fort pour mon jeune âge. Mais sinon, mon premier vrai gros contact avec un super rhum, c'était donc à cette époque à ce restaurant à Bordeaux qui était un étoilé Michelin. Et en parallèle de ça, je faisais ce que je fais toujours d'ailleurs, des ventes aux enchères de vins et spiritueux. Et j'avais acheté plusieurs bouteilles à des prix défiant toute concurrence à l'époque. Déjà, c'était les prix de l'époque. Hein. De ça, j'avais eu des prix dessus. Ouais. Une centaine de bouteilles de rhum. C'est un peu comme ça que j'ai créé ma boîte. J'ai acheté des bouteilles que je revendais aux copains en me faisant un peu d'argent comme ça. Ensuite, ça a été le mantra de mon entreprise au début.
Et j'avais acheté, entre autres, plusieurs bouteilles d'HSE 98, le premier embouteillage, 98-2009. Donc, on voit que c'est plus ou moins la même période que 2010-2011, quand j'étais sommelier. Ouais. Et j'en avais tellement de bouteilles et que c'était tellement pas cher que j'en ai évidemment ouvert une ou deux. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait être vraiment super bon. En fait, c'est que d'ailleurs de là que m'est venue aussi cette passion qui m'a duré longtemps sur le rhum HSE. Ouais. Tu n'avais pas commencé par le pire, il faut dire. Non, ouais, c'est vrai que je suis tombé direct dans le grand bain. Ouais. Donc, je n'ai pas fait le cheminement qu'on voit souvent et qui, pourquoi pas, et commencer avec des rhums un peu doux, un peu sympas et d'évoluer dans sa technique. Je suis allé direct dans le français, dans le sec et dans le qualitatif. Et donc, rentrer dans le grand bain par la grande porte, si je puis dire. Et puis derrière, au resto, on avait pas mal de jolis rhums aussi, du style JM Cuir ou des choses comme ça qu'on servait occasionnellement aux clients. Mais c'était un peu ce que j'expliquais à mes camarades sommeliers de l'époque qui disaient on n'a pas de commission sur les belles ventes qu'on fait. Je leur disais que les commissions, c'était de goûter ce qu'on servait à nos clients. Donc moi, j'avais tendance à souvent pousser le rhum en fin de repas pour goûter les différentes bouteilles qu'on avait sur la carte. Donc j'ai fait évidemment pareil pour le vin et j'ai goûté plein de belles choses. C'était vraiment cool. C'est un boulot dur, mais c'est un boulot passionnant et on a surtout cette récompense de goûter tout ce qu'on vend et tout ce qu'on sert aux clients. Donc j'ai vraiment découvert la totalité des vins de Bordeaux sur une quarantaine d'années de millésime. C'était vraiment génial. Sacrée expérience. Ouais, clairement. Et puis ça apprend à pas trop picoler quand on en a l'occasion aussi. Moi, j'avais déjà appris ça quand on était au domaine viticole parce que clairement, on voit ceux qui le font trop et qui tiennent pas la durée. Donc ça apprend à rester raisonnable quand même, quoi. Voilà, c'est ça. Heureusement que j'ai fait ça aujourd'hui avec tous les fûts que j'ai, ne serait-ce qu'à bord du voilier quand je navigue avec eux ou dans l'entrepôt. Si j'avais tendance à ponctionner, il y aurait encore moins que 137 bouteilles sur celui-là. Et ça a été super dur à distribuer parce qu'on n'en avait pas beaucoup. On aurait appelé la part des anges. Ouais, c'est ça. Je ne suis pas un ange, comme disent ceux à qui je dis ça. Donc voilà. Je ne sais pas si vous voulez qu'on passe à la dégustation. Je ne sais pas si vous voulez plutôt que je ne dise rien et que je vous laisse tous goûter, découvrir, ou si vous voulez que je guide la dégustation. Je ne sais pas comment vous préférez. Écoute, moi je trouve qu'il a déjà bien évolué depuis tout à l'heure. Donc c'est vrai que tu le disais. Là, il a déjà un côté bien confit pour moi. Agrumes confit, zeste de citron vert, bien presque sucré. Ouais, on est d'accord. Pour ce haut degré, on est sur quelque chose d'hyper agréable. Il n'y a pas de brûlure au nez ni rien. Pas du tout. Donc là, on commence directement avec du rhum à 62 degrés, à moins qu'il y en ait qui buvaient l'apéro avant. Moi, j'ai pas eu le temps, malheureusement. Mais bon, c'est un peu. J'imagine qu'en bouche, ça va être un tout petit peu plus intense qu'au nez, mais on voit déjà que cet alcool est vraiment intéressant et pas brûlant pour un haut degré. Là. Alors du coup, fermentation, distillation chez Montebello, c'est comment? Tu peux nous rappeler un peu? Alors, Montebello, c'est la dernière, parce que toutes disent ça, mais c'est vraiment la dernière à 100% dans les Antilles françaises qui utilisent 100% de vapeur pour actionner leur machinerie, du moulin jusqu'à la distillation. Donc, d'autres le font partiellement sur certains axes de leur production, mais eux le font à 100%. Donc, les cannes, c'est pas forcément parcellaire ou monovariétal, donc c'est les cannes habituelles. Pour être honnête, j'ai plus la liste sous les yeux, mais bon, c'est ce qu'on trouve généralement sur l'île. Fermentation avec de la levure boulangère. Dans les heures, encore une fois, je n'ai pas révisé mes IGP, AOC, mais je crois que c'est 48 heures ou un peu moins de ça sur Montebello. Okay. Et ensuite, c'est distillé dans les environs de 82 degrés, quelque chose comme ça dépend un peu des journées. Ce rhum-là, moi, je l'ai acheté dans ces eaux-là. Je l'ai quasiment acheté brut. Okay. Alors, il n'était pas brut de Cologne, il était brut de cuve, ça faisait un moment qu'il reposait. Ils ont deux styles de l'eau de distillation chez Montebello, ce qu'ils appellent le premium. Alors, après, ça se retrouve parfois sous les bouteilles, les gens n'aiment pas trop ce genre de terme. Mais en gros, ils ont le normal et le premium. D'accord. Donc, ici, c'est le premium. Parce que on voulait du produit qualité, c'est aussi un principe. Je ne sais pas si on aura beaucoup de temps de parler du transport à la voile, mais on n'a pas envie de transporter des choses entre guillemets bas de gamme. On préfère vraiment prendre le top pour que ça vaille le coup, parce qu'il y a quand même un coût supplémentaire qui se retrouve sur les bouteilles. Vous le voyez sûrement à l'achat. Et il y a toute une chaîne humaine de travail qui dure plusieurs mois, plusieurs acteurs, on est plusieurs dizaines à travailler là-dessus. Et donc, on trouve que ça ne vaut pas le coup de transporter des choses de moins bonne qualité quand il y a des choses de meilleure qualité disponibles. Et puis, c'est plus facile à vendre, clairement aussi, honnêtement, d'avoir ces quelques euros de plus par rapport à une bouteille lambda. Ouais. Ça se justifie plus quand on a un produit rare et de qualité. Donc, on ne joue pas non plus volontairement la rareté. Bon, là, 137 bouteilles, je vous expliquerai pourquoi sur le prochain rhum. C'était pour connecter avec cette cuvée Small Cask qu'on va goûter ensuite.
D'accord. On en a évidemment acheté plus, parce que sinon, clairement, ça sert un peu à rien d'organiser tout ça pour sortir 137 bouteilles, que tout le monde soit un peu dégoûté de ne pas l'avoir eu, etc. Là, bon, on a voulu compléter la suivante. Et je vous expliquerai la petite histoire pourquoi ensuite. Donc, ce rhum-là, je l'ai acheté dans ces environs de 82-83 degrés, avec un brassage, je ne me souviens plus du nombre de mois, mais ça faisait un peu moins d'1 an qu'il était brassé. Donc, qui a pu déjà s'assouplir vraiment pas mal. Et on l'a transporté en contenant inerte, donc dans des espèces de citernes de transport de 250 litres à bord du bateau. Donc, bon, là-dessus, clairement, je n'ai pas d'expertise sur le côté, est-ce qu'il y a de l'apport du voyage en bateau sur un contenant inerte et hermétique? Sûrement, parce qu'il y a quand même le mouvement, Toujours etc. un peu de brassage, ouais, j'imagine. Ouais. Ça doit harmoniser un petit peu la réduction qui a été faite juste avant, quoi. J'irai pas jusqu'à prétendre que ça apporte vraiment quelque chose, contrairement au fût où clairement, moi je suis inconvaincu depuis les années que je travaille là-dedans. Bon, j'ai quand même l'impression qu'il était quand même un peu moins agressif, entre guillemets, avec ce fort degré d'alcool qu'au départ. Après, bon, là c'est peut-être psychologique. Hein. Mais bon, en tout cas, oui, il y a eu un transport voile là-dessus. Alors, il y en a aussi qui se demandent pourquoi on transporte à la voile s'il n'y a pas d'apport du vieillissement, parce que chacun a un peu son intérêt dans le transport à la voile. Il y en a, c'est l'aventure et le fait que ça les fasse rêver d'acheter ça ou de payer ça pour que l'aventure puisse exister. Il y en a, c'est uniquement pour l'écologie. Et il y en a, c'est uniquement pour l'apport gustatif. Il y en a, c'est pour tout aussi. Ouais. Mais donc, parfois, il y en a qui se demandent pourquoi vous l'avez pris à la voile alors qu'il n'a pas eu de vieillissement en mer. Quoi. Donc, voilà. Le côté éthique, voilà, est toujours là. Ouais, mais moi, je le fais un peu pour tout ça. Quoi. Enfin, j'ai plusieurs axes pour lesquels ça m'intéresse. Clairement, l'écologie, c'est le principe de base. Mais je ne suis pas non plus un ayatollah de ça. Quoi. Comme tout le monde, je prends l'avion. Là, je reviens de la Barbade, comme tu le disais, j'ai pris l'avion. J'ai une voiture. Enfin, voilà, comme tout le monde. Mais bon, justement, ce que je peux faire, je le fais. Et j'essaie de développer ça parce que je suis assez convaincu du transport à la voile. Ouais. Sur ce genre de produit, évidemment. Guillaume, concrètement, c'est toi qui étais sur le navire ou c'est toi qui as fait la traversée? Alors non, ça c'est un rêve que je ferai un jour, de traverser l'Atlantique en bateau, faire une transat. C'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire un jour. J'ai pas trop le temps, mais un jour je m'organiserai pour pouvoir le faire. Par contre, moi j'ai eu la chance de pouvoir naviguer avec eux pendant 2 mois en début d'année, là, quand on était dans les Antilles, donc en Guadeloupe et en Martinique. Donc bon, il y avait naviguer et aussi être au mouillage en attendant que les paperasses de douane soient toutes bien signées. Mais c'est agréable aussi, hein, c'est agréable aussi. Puis là, on a le droit de boire quand on est au mouillage, contrairement à la navigation. Donc, on peut profiter des produits locaux. Mais donc, du coup, je voulais quand même pouvoir faire partie aussi de ça et pouvoir en parler mieux. Il y avait aussi le côté, entre guillemets, égoïste de vouloir naviguer sur ces grands voiliers. Ça a été la première fois que j'ai pu le faire vraiment. J'ai plusieurs fois pu monter sur le Tresson-Brest, sur l'Adventure aussi, qui est un Allemand, et sur le Galante, mais jamais en nave. Et donc là, c'était un peu l'occasion de le faire. Et puis derrière ça, c'était l'hiver, le couvre-feu, les restos fermés en métropole. Ouais. Là-bas, ce n'était pas le cas. Et donc, c'était un peu l'excuse pour le travail d'aller là-bas pendant 2 mois. Bon, après, le travail m'a bien aidé aussi. Mais donc, voilà, je n'ai pas fait la traversée, mais j'ai été sur place. Je me suis occupé des chargements et des tests produits sur place pour la petite blague. Mais donc, un jour, j'aimerais vraiment faire le tour complet. Bon, là, ça me paraît vraiment compliqué parce qu'il faut y sacrifier, entre guillemets, 6-8 mois sans être là. Et puis, avec difficilement de l'accès Internet. Et donc, le travail est compliqué aussi. J'ai mon entreprise à faire tourner parce que je suis indépendant. Puis, plus tous les partenariats que j'ai avec différentes entreprises, comme là, les Rhums du Sud sur cette gamme-là. Donc, ça me paraît très compliqué. Mais par contre, faire au moins une transat dans un sens ou dans l'autre, c'est quelque chose qui prendrait 2 mois, 3 mois maximum, et ce serait imaginable. Là, le Galante, normalement, j'ai pas de nouvelles, je ne suis pas allé vérifier, mais il partait aujourd'hui de Douarnenez en Bretagne. Ouais. Ils se sont lancés un défi un peu fou, qui n'a pas encore été fait dans le monde des voiliers cargo, c'est de faire 2 transats dans l'année, ce qui est chaud. Donc, on va voir, mais normalement, enfin, même eux se disent il y a peut-être des chances qu'on annule la fin du parcours, mais ils vont essayer de faire ça parce qu'il faut rentrer avant l'été, avant le mois de juillet à peu près, pour éviter les mauvais vents et rester coincé dans le golfe du Mexique, etc. Et puis avoir vraiment une traversée pas drôle. Donc, bon, ils partent là très très vite et puis ils vont essayer d'abréger les escales aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est pas forcément les naves qui les inquiètent, c'est plutôt le temps que prennent parfois les chargements. Ouais. On a eu des complications en Guadeloupe cette année, en début d'année. On a dû rester une bonne dizaine de jours à attendre des validations, des documents, etc.
D'accord. Donc, ça peut arriver. Normalement, là, c'est rodé. Puis, justement, ce double parcours a été fait de manière à ce que les chargements soient rapides, efficaces et que ça puisse avancer. Donc, ça va être intense pour les marins, mais bon, c'est ce qu'ils veulent. Hein. La plupart à bord sont des professionnels ou des futurs professionnels qui sont en train de passer leur brevet et qui ont besoin de faire des milles nautiques pour valider les différents échelons de leur diplôme. Donc, ils vont en profiter. Enfin, bon, après, ils aiment bien aussi tous aller pouvoir faire une randonnée et balader un peu, visiter les distilleries, mais s'ils sont à bord, c'est pour faire naviguer cette grosse bête. Ouais. Après, j'imagine que plusieurs d'entre vous connaissent la voile, mais c'est vrai que c'est encore un autre monde de naviguer sur ces monstres. Enfin, on a l'impression qu'on est sur un immeuble flottant, et puis quand on prend une vague d'un mètre ou deux, c'est la barre entière qui bouge, quoi, donc ça secoue bien, c'est assez fun. C'est franchement, faut aimer ça, hein, j'imagine, hein, mais moi, c'est complètement fou. C'est assez dingue. Et puis, c'est vraiment quelque chose que je voulais vivre, que j'avais jamais vécu. C'était d'être sur ce qu'on appelle un tall ship en anglais, ou un vieux gréement en français. C'est ces énormes bateaux de 30, 35 mètres, 40 mètres en train de naviguer, à sentir l'inertie, la puissance du vent, etc. C'est à faire. Franchement, c'est vraiment cool. Et puis, c'est quelque chose que je veux refaire, et justement sur une transat qui dure 25 jours. Ouais. Sentir aussi le mode de vie, la le boulot, ouais, c'est ça. Être un peu dans le dur. Ouais, clairement. Bah, après, il semblerait que la transat allée ne soit pas si dure que ça. Il y en a eu qui disent, ceux qui sont rodés, qui l'ont fait 10 fois dans leur vie. Ils disent, bon, on est sur un bord, ça veut dire qu'on ne vire même pas de bord, on n'a pas trop de travail sur les voiles, on attend, et puis voilà. Mais par contre, la transat retour, ils font moins les malins. Ouais. Là, ça secoue violemment. Mais c'est là que c'est bien, parce qu'on a nos roms à bord. Et ça fait justement du glissement en mer. Pour lesquels, je le disais tout à l'heure, je suis assez convaincu des effets. Hein. Après, il y a différents moyens d'exacerber les effets. Le type de fût qui peut être un finish, ou garder le fût initial. Donc déjà, un finish de base, ça change quelque chose. Mais quand on fait un finish en mer, on verra ça sur le tout dernier, le Ferroni, ça apporte une complexité. Il y a vraiment ce côté bois patiné, où, même sur un rhum jaune, on verra ça sur les deux suivants, les small casques. Ouais. Justement, tant qu'on y est, je te coupe 2 secondes pour dire qu'on va attaquer le Montebello, mais cette fois-ci vieilli 6 mois. En petit fût, hein, c'est ça? J'essaie de le montrer. Hop, il est là. Ouais, et j'ai la bouteille aussi. Alors, c'est le même distillat que le blanc qu'on vient de goûter. Exactement la même chose. C'est celui-là. Ah, voilà, en gros. Donc, en fait, on a gardé les mêmes versions d'étiquettes. Elles sont belles, ces étiquettes, d'ailleurs. Merci beaucoup. Ça me rappelle le design de Andrew, là, qui avait posté des choses sur... c'est exactement lui. Ah, c'est lui, d'accord, ok. Ah, c'est lui. bien. On avait, au fur et à mesure que je dis ce que je trouvais ce qui est magnifique, ces différentes illustrations qu'il fait, on avait échangé un peu. Il m'a dit, le jour où tu as besoin, tu me demandes. Excellent. Donc, un jour, j'ai eu besoin, je lui ai demandé. Il était super content de faire ça. Ah, elles sont vraiment belles. Et donc, en fait, on a gardé la même étiquette parce que justement, c'est le même distillat, le même lot. Et il y a une petite histoire derrière parce qu'évidemment, on a des déclinaisons de la scène qui est dessus et des couleurs qui sont dessus pour les autres cuvées qu'on prévoit, qui sont très belles aussi. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Donc, la petite histoire, c'est vous parler de. Pardon, j'ai avalé de travers. Parce que c'est vrai que quand on commence par un 62, ça réchauffe quand même. Hein. Ah bah oui. Alors celui-ci, le deuxième, il fait 60,6. Ouais. On redescend. 60,8, pardon. Ah 8, pardon, excuse-moi. Yes. Donc en fait, la petite histoire, c'est que ce rhum, je l'ai acheté à 82,7, quelque chose comme ça de mémoire, au degré très élevé. Pourquoi? C'est facile à comprendre, c'est parce que on a une place dédiée à bord, on demande de la place. Parce que le Galant, je suis client pour leur charger des choses dessus, mais je suis aussi apporteur d'affaires et partenaire avec eux, c'est-à-dire que je leur apporte du travail, mais une partie du travail que je leur apporte, c'est moi qui l'achète, enfin moi ou mes associés. Donc j'ai un peu cette double casquette qui me permet d'être en bon terme avec eux. Et donc j'avais acheté de la place à bord pour les différentes choses que je prévoyais de faire. Et la logique veut que plutôt que de transporter de l'eau de réduction, je préfère transporter du rhum fort, parce que ça prend la même place à bord, et puis ensuite voir si je le réduis ou pas, arriver en métropole. Ne pas transporter de l'eau et avoir plus de rhum, plus de matière. Ce qui nous allait tout ça très bien jusqu'à ce qu'on appareille de Guadeloupe et que les affaires maritimes, donc c'est l'autorité compétente qui gère les marins, nous interdisent de partir sous menace de garde à vue des officiers de bord parce qu'on ne respectait pas le code international des matières dangereuses. Ah. Donc on l'apprenait, les officiers aussi, parce que ils ne s'étaient pas assez rencardés sur ce sujet-là, et puis en fait, on ne savait pas.
Et les affaires maritimes semblaient savoir mieux que nous, c'est leur job. On n'avait pas, en fonction du tonnage du bateau, de sa propulsion, donc à voile, du contenant qu'on avait utilisé, qui sont pourtant les citernes de transport d'alcool, hein, Ouais. et du produit, le droit de transporter du rhum à plus de 70 degrés. Ah, d'accord. Donc, donc acte. Donc la question, c'était bon, ok, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, on a réduit ce rhum pour pouvoir rentrer dans les critères. Et donc, je me suis retrouvé avec un surplus de rhum. Et donc, ce surplus de rhum, j'avais la chance d'avoir un autre partenariat à moi, qui est la tonnerie Navarre, pour qui j'avais chargé des fûts à bord, des gros comme des petits. Les gros pour vendre ça aux distilleries. J'en ai d'ailleurs vendu à Montebello, par exemple. Donc, ils sont dans leur chai. Ce qui est bien parce qu'ils avaient quasiment que du Bourbon avant. Et là, ils prennent du chêne français reconditionné. C'est assez intéressant. Enfin, ça va être intéressant à goûter. Moi, je le sais parce que j'ai aussi un de ces fûts qui m'a servi à transporter un rhum vieux de chez eux. Donc, je vois comment ça travaille. Donc, je trouve ça très cool. Et donc, j'avais aussi des fûts de 30 et 50 litres que je devais vendre à des particuliers et que j'ai réquisitionné pour mettre mon surplus de rhum. Ok. Donc, en fait, c'est un peu un hasard. J'avais du surplus, je l'ai mis là plutôt que de ne pas le prendre. Enfin, je ne pouvais rien en faire. Donc, j'ai fait ça. Et en fait, je me disais, bon, j'aurai ça, on verra ce que j'en fais. Je n'étais pas forcément convaincu de ces rhums en vieillissement très court. Parce que justement, il y a l'apport du bois, surtout sur les petits fûts. En plus de ça, j'avais un peu la crainte de vivre avec. Ouais, petit fût, qui était, bon, c'est pas du neuf, mais c'est un vinage rapide en ex-cognac qui vient de la tonnerie Navarre. Petit fût à 55 litres ou... Là, j'avais les 30 et les 50, donc sur les d'accord. deux cuvées, la Small Cask Ramonin qui est Montebello, j'ai un peu dispatché. Ok. Tout en ex-cognac. Enfin, de belle qualité, hein, parce que Navarre a des partenariats avec différents producteurs, dont les cognacs Lero, qui est un de ses plus gros clients partenaires. Donc, on avait des super lots de cognac Lero. Là-dedans, il y avait des fûts qui étaient encore bien humides, malgré les quelques semaines de traversée à l'aller. Parce que justement, ils avaient prévu que pour qu'ils soient livrés en bon état, ils les laissent assez humides. Ouais. Donc, on a eu vraiment des fûts. Enfin, si je travaille avec eux, c'est que je suis convaincu de ce qu'ils font. Donc, de vraiment de super qualité. Et voilà, moi j'étais inquiet de me dire, bon, je vais avoir des petites quantités, c'est un peu compliqué à mettre en place pour commercialiser ça. Du rhum assez fort, parce que finalement je l'ai entonné dans ce genre de degré-là, hein, à 70 degrés. Ouais. Ouais. L'école latine, si je puis dire, parce qu'aux Antilles c'est plutôt 55, 65, la fourchette. Ouais, c'est ça. Guillaume, je te coupe 30 secondes. C'est possible de demander à Bastien de. Ah, Bastien, de quoi? J'entends pas. J'ai pas entendu. C'est possible de demander à Bastien de mettre une tenue raisonnable. Parce que je vois quand même des tris, tiens, depuis tout à l'heure, on le voit à moitié à poil. Donc, c'est vrai. j'aimerais que Bastien enfile un Ah pantalon. oui, mais d'accord, je peux voir toutes les caméras, tout le monde. Salut Bastien. Ah, mais il y a même. Et d'ailleurs, il y a David. Bonjour David, j'en profite pour dire bonjour à Manolo. Hello. Et à Mathieu et à Chris. Les autres, désolé, je ne vous connais pas, mais je vous passe le bonjour quand même. Il y en a un qui s'appelle Chris RCP, je ne sais pas qui c'est. Ouais, moi non plus. Ah, il y a ma maman aussi qui est là. Salut maman. Salut maman. Ouais, c'est bon, j'ai déjà dit à Bastien de se rhabiller. Ah ouais, c'est Mathieu Cassien. Mathieu, merci Mathieu, merci Matt. Ça me rappelle les sombres heures des apéros confinement, voir toutes ces têtes. Donc où j'en étais, oui, donc oui, j'avais une crainte de que ces rhums-là soient pas forcément excellents, quoi. Et quand on fait ce genre de trucs, surtout quand on sort les premières cuvées avec son nom dessus, on veut pas non plus sortir des trucs à moitié convaincants. Donc on se demandait avec Hugo des rhums du Sud, mon associé là-dessus, ce qu'on allait en faire. On verra. Et finalement, on a eu une super bonne surprise quand on a réceptionné les fûts en juillet chez nous dans le sud de la France, en trouvant ça super intéressant, très fort. Mais justement rassurer que ce ne soit pas du jus de bois, parce que beaucoup d'entre vous ici et d'autres dans les groupes de Rome là, achètent ces petits fûts, bon, peut-être pas forcément 30, qui commencent à être la taille avec laquelle tu peux travailler. Oui. Ça, les 3, 5 litres, etc., c'est assez petit, ça va très vite, et là-dessus, moi, j'aurais pas fait une transat de 6 mois avec, parce que ça aurait été clairement une tisane de bois. Mais voilà, un tanin qui finalement, je ne me suis pas servi de je vais le faire, que je trouve très souple. Alors oui, ça reste vif, ça reste boisé, hein. Mais une fois, je sens plus une sorte de patine sur la canne qu'un vrai boisé astringent, ou même ça sent pas vraiment ni le foin, ni la paille, ni... Il y a toujours un petit côté herbacé, mais plutôt justement canne en train de sécher au soleil un peu là. C'est ça, hein. C'est ça. C'est ce que je trouve vraiment intéressant avec ces rhums. Bon, là, je les ai appelés Small Cask parce que c'était des petits fûts. C'est sûrement à force d'avoir vu ça sur les bouteilles d'HSO que j'avais chez moi. Mais
ce que je trouve cool là-dessus, c'est qu'on reste sur du rhum blanc, même si la couleur le dit le contraire. On reste sur un rhum agricole qui, avec toutes ses particularités, sa fraîcheur, son végétal, son côté canne, Carrément. sous différents aspects. Mais on commence à prendre des petites notes d'élégance d'un rhum plus C'est vieux. ça. Alors, je ne parle pas forcément d'un XO, hein, mais un rhum qui prend une élégance. Une petite maturité qui commence à. Ouais. Exactement, ouais. Un petit côté confituré aussi, un peu C'est plus ça. confit. Mais Ouais. en restant sur un rhum blanc. Tu vois, on passerait tout de suite l'étape du 18 mois USB ou du VO. Là, on aurait plus de mois et c'est difficile de sortir des produits de qualité quand on n'est pas une grande maison qui a beaucoup de fûts, beaucoup de place et qui peut faire des assemblages sur des rhums jeunes, enfin vieux mais encore jeunes, des VO par exemple. Donc c'est plus facile pour quelqu'un de ma taille, je ne parle pas de mes 2 mètres de haut, mais de ma taille d'entreprise, à faire ce genre de produit un peu court et à aller sortir justement ce qu'on a appelé optimum proof, donc dosé optimal, parce qu'il nous est arrivé bien plus fort que ça. Ouais. On l'a testé très réduit, un peu moins, un peu plus, et on a finalement trouvé que ce degré-là était cool. Donc on a sorti autant de bouteilles que ce qu'on en a eu de ces small casks en blanc, pris sur notre réserve de blanc, et c'est pour ça qu'il n'y a que 137 bouteilles de ce Montebello. Non, mais je pense qu'il est sur le coup. D'accord. Il est, pardon? Ah, c'était peut-être pas pour nous. Ouais, c'est ça, ils font leur apéro entre eux. Ouais. Bah, écoute, ouais, je vais goûter aussi. Ouais, moi ça me plaît beaucoup. Après, justement, c'est un peu un compromis entre l'élégance un peu du début du vieillissement d'un rhum et puis le côté encore très blanc, très agréable. C'est sûr que quelqu'un qui ne boit pas de rhum agricole, il va peut-être pas forcément aimer ça, parce que tu es typiquement sur les marqueurs d'un rhum agricole. Ouais, mais c'est une belle eau de vie, donc ça fait des ponts avec voilà, quelqu'un qui connaît, qui aime les eaux de vie de fruits, qui aime boire un mar, une fine, ça peut carrément lui plaire, quoi. C'est super marrant que tu dis ça maintenant, parce que c'est clairement l'aromatique que j'ai en bouche là maintenant. Côté justement mar, de Bourgogne, des trucs comme ça. Mais en beaucoup moins, il y a moins ce côté foin, justement, ce côté très presque boisé, tu sais, végétal très sec qu'on trouve sur les mares. Plus, j'irais plus vers la fine, quoi, pour le coup. Quelque chose de plus fondu, un peu plus velouté qu'un mar, tu sais, qui a un côté des fois un petit peu rêche, un petit peu. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, on aime aussi, mais pour d'autres raisons. Ouais. Oui, exactement. Ouais, mais c'est vrai que c'est carrément plus précis. Moi, je serais peut-être resté sur le mar, mais j'ai pas tes compétences de dégustation. Bon. Mais non, la pile, c'est exactement ça. Moi, ça me rappelle d'ailleurs un échantillon, enfin une bouteille que j'avais splittée là il y a quelques années maintenant, mais j'ai exactement ce goût-là en tête. Finesse, élégance, et puis ouais, magnifique. Top. Mais moi, ça me plaît bien. Après, ce qui peut être marrant, moi, je l'ai fait là. Mais vu que je parle trop, je ne vais peut-être pas pouvoir le faire, mais comparer justement donc, la version blanc et la version small cask. L'avantage d'avoir pris plusieurs verres. Moi, clairement, j'ai pris un verre pour chaque dégustation. Voilà, on voit les professionnels. Pareil. Il m'en reste un petit peu. Manolo, ça va? Tu as l'air tout triste de ne pas avoir de verre, toi. À vrai dire, j'ai calé le deuxième verre juste derrière. Mais je ne l'ai pas utilisé pour comparer, mais franchement, c'est vraiment bon. Puis on l'avait déjà goûté, mais là, tu sais, en prenant un peu plus le temps, c'est. Ouais, c'est vraiment simple. En condition là, à la maison, avec sa propre verrerie. Bon, même si là, on est un peu chronométré pour tenir 1 heure. Nico et l'équipe de Romatitude, ils ne savent pas que d'habitude, quand tu fais des trucs comme ça ne dure pas 1 heure. On se rend deux. Quand on a fait la dégustation de lancement au BNB plan de campagne, il y a un mois de ça maintenant, on avait commencé tard, mais on a fini ça. Ça faisait 3 heures que je causais non-stop. Les gens partaient avant même que j'ai fini. Donc bon, dites-moi si je cause trop ou si vous avez des questions. Mais c'est parfait. Je connais pas bien, je vois que vous pouvez activer votre micro et tout. Donc, ouais, bah oui, n'hésitez pas. Hein, si voilà, dans l'assistance, si vous voulez passer par le chat, par la vidéo, vous pouvez ouvrir votre micro et poser vos questions, ou alors partager vos impressions de dégustation. Voilà, c'est avec plaisir. Faites attention. Hein. Vous êtes sur lequel là? Parce que moi je suis arrivé en retard en fait. Ah bah putain, il est toujours en retard. Alors, nous, j'étais en déplacement, donc je fais comme je peux. Hein. C'est beau. On est sur le Montebello Small Cask. Et c'est vrai que là, j'ai la chance que. Enfin, je faisais une blague dans ma story Instagram aujourd'hui. Je vais enfin pouvoir les goûter. Évidemment, je les connais, ces rhums-là. Mais depuis que c'est sorti, ça a été un peu la course. Ensuite, je suis parti à la Barbade.
Et il y a tellement de rareté sur ces deux bouteilles, là, 137 bouteilles de chaque, que je n'ai pas pris le loisir d'en ouvrir une pour la goûter tranquillement chez moi. Ouais. Donc la dernière fois que je l'ai goûté, c'était à la soirée du VNB Camp de Campagne, en train de causer encore pendant des heures. Donc je suis content aussi de pouvoir le goûter plus posément. Un peu plus Et là, calme. c'est vrai de comparer les deux rhums là, dans la même verrerie, à la même température, une fois que la mise en bouteille a été faite et que tout ça est bien posé, Ouais. c'est vraiment captivant. Il y a Il y a vraiment une sacrée évolution. Hein. C'est frappant, on est. Hein. Ouais. Il y a nettement plus de fruits sur la version vieillie. Enfin, des fruits plus mûrs, plus confits, quoi, en tout cas. Il y a beaucoup plus de fraîcheur Tu as sur le vraiment blanc. moins ce côté végétal presque fumé, ça fait presque mescal pour aller un peu plus loin, pour digresser sur le blanc, tu as presque un côté fumé de la canne. Hein. Oui. Oui, on part un peu plus profond dans des notes de fermentation et tout ça. Des notes un peu plus organiques. Et après, oui, on a vraiment déjà une belle maturité après 6 mois. Ouais. Alors du coup, bon, j'aimerais bien enchaîner sur le Rémona qui est un petit peu qui a eu un petit peu le même traitement. Il a eu tout pareil. Si j'ai bien compris. Pour le faire court. Excusez-moi, je crois qu'il y a une question sur le chat. Guillaume, il y a une question sur le chat qui dit où est Maurice, Guillaume? Maurice, elle est là. Vous voulez qu'elle dise bonjour, Maurice? Maurice. Maurice, elle marronne parce qu'elle a pris la douche aujourd'hui. moi, t'inquiète pas, dans mon jardin, ça me va. Tu vas voir. Faut que je te livre des bouteilles que je t'ai ramenées de la Barbade. Donc j'ai Ça va, c'est où la maison? C'est où la maison? Voilà. Maurice. Maurice. Elle est goûtée parce qu'elle a pris la douche, donc elle est pas fière. Est-ce qu'elle aura le droit de venir sur la Transat, elle? Je pense pas qu'elle aime ça parce qu'elle déteste l'eau, c'est ce qui est bizarre pour un labrador. Donc, mais pourquoi pas, on envoie des chiens et même parfois des chats sur les bateaux. Ah oui. Mais bon, je suis pas sûr qu'ils soient acceptés sur un navire de travail qui est le galant. Du coup, c'est pas cette bouteille-là, pardon. Alors du coup, voilà, on va passer au Rémonac Small Cask, 6 mois également. Celui-ci, donc avec une autre illustration de Landroul qui est évidemment la distillerie Rémonac. Hein. Super. Pour ceux qui connaissent, c'est la vue qu'on a quand on est dans le musée où il y a toutes les maquettes de bateaux et les papillons. Il y a une fenêtre qui donne la vue sur la distillerie. C'est exactement cette vue-là. Excellent. Voilà. Et la petite personne qui est là, il y en a qui disent que c'est moi, mais c'est pas du tout moi. C'est l'ami Léopold Rémonac. Ah, vu que c'est un meuble de là-bas. Excellent. Une belle rencontre, j'imagine. Ouais, passionnant. Et puis il est vachement content de faire ces rhums à la voile là. C'était la deuxième année là qu'on faisait ça ensemble. Et il veut continuer, donc c'est cool. Parce que déjà, il aime les bateaux. On voit ça avec sa collection de navires magnifiques dans la distillerie là. Ouais, je sais pas, peut-être pas une centaine, mais 80 vieux gréements comme ça, enfin des navires historiques, plus ou moins connus tous. C'est assez captivant à voir. Un jour aussi, on a une maquette du Galante ou du Tresson Bresse, il faudrait qu'on en rajoute. Ah, donc en fait, il trouve ça génial et puis il trouve qu'il le dit clairement. Et c'est ça qui est bien, avoir la présence d'esprit du mec à son âge. Il a 90 palais et quelques. Hein. C'est de comprendre que ça lui fait de la pub, que ça fait venir la presse. Il apprécie aussi le fait qu'il y ait de l'évolution sur les produits. Là, ils viennent de recevoir il y a quelques jours les bouteilles chez Rémonac, donc ils vont sûrement les goûter et se rendre compte justement de ces genres d'évolutions qui sont possibles, qui clairement est différente de si on n'avait pas fait ça en bateau. Je veux dire, on mettait le même rhum dans le même fût en statique, que ce soit en continental ou en tropical au niveau du climat, on n'aurait vraiment pas du tout le même résultat. On peut souvent goûter ça dans les visites de distillerie ou dans les vieillissements maison, dans les petits fûts. Les rhums jeunes, c'est jamais très drôle à goûter, quoi. On perd la fraîcheur du rhum blanc, on prend les premiers gros tanins du bois qui sont assez piquants, on n'a pas cette sensation d'écharpe qui pique, très astringent. Ouais. Et là, on a un peu cette. Alors, il y a des gens qui disent le vieillissement en bateau, ça accélère le vieillissement. C'est pas un terme que j'ai envie d'utiliser. On ne veut pas duper les gens sur un système sur les rats différents. Ouais. Ça accélère pas le vieillissement, mais ça le fait différemment. Moi, je préfère dire que c'est différent plutôt que ce soit dynamique. Ouais, c'est plus. Ouais. Pour résumer court, hein, c'est hyper-oxygénation du rhum, parce qu'on fait exprès de ne pas remplir les fûts à fond, donc il y a un brassage assez constant, parfois intense, et un bois qui va tellement être agressé que c'est le rhum qui va prendre le dessus sur le bois. Contrairement à l'inverse, d'habitude, vous voyez un rhum blanc tout palo qui arrive dans un fût, le bois se jette dessus, clairement. Hein, ça miam, je vais le colorer et le rendre imbuvable.
Mais là, en fait, non, c'est le rhum qui va aller taper dans la douelle à chaque vague qui passe. Donc, ça dépend où c'est le mouillage. Vous avez ce petit truc qui vous berce quand vous êtes devant votre banette, ou c'est les 2 mètres de creux que vous avez au retour de la transat. Oula, ça secoue comme si tu secouais le Ouais, flux à la voilà, main. il faut imaginer le rhum qui va claquer dans les douelles, tout en s'oxygénant, et en allant racler justement le bois presque en profondeur. Donc, ça va chercher un peu la vraie substance du finish. C'est pas juste un finish dans lequel il y a 10% de jus qu'on a malheureusement laissé dedans. Ouais. Non, c'est vraiment le rhum qui va dans les plusieurs millimètres du bois, aller travailler ça avec presque de la violence, quoi. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est mon avis, après chacun fait ce qu'il veut, mais j'ai à force goûté pas mal de rhum de retour de transat. Il faut toujours les laisser un peu se reposer un peu avant de commencer à ou les dépoter, ou les embouteiller, ou les réduire, pour qu'ils puissent un peu se réassembler. Il faut que ça souffle un peu. Se poser un peu. Après, il y en a qui disent que ça ne sert à rien. En tout cas, moi, c'est mon avis, et je l'ai encore vu là. À chaque fois que je goûte un fût qui revient, c'est marrant le Foursquare qu'on va goûter à la fin là. En ouvrant le fût, parce que c'est un des premiers fûts qu'on a ouvert, on était contents d'avoir ça qui arrivait. On aurait cru un rhum jamaïcain. Ah ouais. Les esters plein nez. Solvant plein, d'accord. Au vernis, je vois Lolo qui hoche la tête parce qu'on a un grand fan de Foursquare, on l'a invité à venir goûter ça rapidement après les avoir reçus. C'était presque drôle, alors c'était pas mauvais. Incroyable, incroyable. Au premier nez, on n'était pas du tout sur les marqueurs que l'on retrouve sur cette distillerie-là. Ouais. Alors que là, maintenant, c'est posé, on les retrouve plus, même s'il y a toujours ce côté assez intense là. Mais incroyable, quand on le goûtait, c'était, on aurait dit presque un blend à la Anto. Incroyable. Ouais, c'était assez dingue. Ouais. Et ça s'explique. Alors après, je suis pas du tout chimiste, mais par ces molécules qui vont se casser là, justement, les esters qui vont peut-être sortir, se mélanger, les éthanols qui vont se casser. En tout cas, au niveau de l'éthanol, on sent vraiment que ça s'assouplit beaucoup. Le bois, pareil. Il y a le terme, c'est patine pour le bois. On a vraiment il y a du bois, mais qui est vraiment étalé, patiné, quoi. Voilà, donc ce lot-là, il y en a plus de bouteilles parce qu'il y avait plus de surplus. Et on l'a ensuite, donc une fois qu'on l'a réceptionné et goûté, on s'est mis avec VNB, de campagne qui est à côté d'Aix-en-Provence chez nous, et 2 autres magasins qui appartiennent au même patron, qui est un ami à nous et qui a été un client de première heure des Rhums du Sud. Il s'appelle David. Je salue, moi il ne regarde pas parce qu'ils font la soirée Beaujolais ce soir, mais il regardera sûrement le replay. On lui a proposé en fait de faire une cuvée dédiée pour ces 3 caves et de choisir ensemble quel serait l'optimum proof, justement le degré optimal de ce rhum-là. Donc on lui a proposé différents échantillons. Ça a été une bonne excuse pour aller se faire plusieurs restos réunions ensemble. Écoutez ça. Et donc on a choisi un degré assez similaire. Alors, c'est vraiment c'est proche. C'est même quasiment le même, 60,7. 60,7, voilà. Ouais. Et c'est au hasard des échantillons. On lui a laissé le mot final. On avait présélectionné ceux qu'on aimait bien aussi. Mais il a choisi celui qu'on avait, enfin, le même type de degré que celui qu'on avait choisi pour le Montevélo. Donc, c'est pas que un terme enjoliveur de bouteille, c'est que selon ceux qui marche bien. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et que ça marche moins bien que les autres. Après, encore une fois, chacun ses goûts, on n'impose rien à personne. Ouais, après, mais là, c'est toi qui, voilà. Ouais, c'est toi qui choisis. En gros, il devait avoir peut-être 65, 60 et 55. On lui a laissé, par exemple, 50, 60 et 65. Et il a choisi celui-là. Donc, alors celui-là, moi, je le trouve encore plus gourmand que le précédent, pour le coup. Je le trouve encore plus confit. Il est vraiment très chaud. On a un côté marron chaud, pollen. Ouais. Un côté miel, c'est ça, un côté miel. Je le trouve encore plus confit que le précédent, où le précédent, tu voyais plus la liaison avec le blanc. Celui-ci, on a l'impression qu'en 6 mois, on s'est déjà vachement éloigné du blanc. Ouais, alors après, tu as évidemment le produit de base, le blanc de Rémonin, ce qu'eux appellent cœur de chauve sur la plupart de leurs distillats, qui a sa typicité. Vous savez bien que. C'est rond, ouais, voilà, c'est ça. Moi, j'adore ce produit-là, mais il y a des gens qui, en Guadeloupe, vont vous dire que c'est la boisson du diable, quoi. Enfin, c'est le rhum clivant là-bas. On adore ou on déteste. Il n'y a pas de l'un ou l'autre, quoi. Ouais, et donc, justement, cette lourde aromatique-là, dans ces fûts-là, donne ça. Et c'est vrai, quand on compare avec le précédent, on n'a pas du tout ce côté un peu fumé qu'on avait sur le rhum blanc Montevélo et sur le Small Cask. On a tout de suite un truc plus lourd, plus aromatique, plus sympa. Plus gras aussi, je trouve. En bouche, c'est plus gras aussi, ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose de plus moelleux. Un peu plus moelleux. Le lot de fût est strictement le même. Donc, il n'y a vraiment aucune différence autre que le produit de base là-dessus. Ouais, c'est très intéressant, du coup, de comparer les deux.
Ouais, c'est toujours marrant d'avoir un peu des éléments comme ça. Donc, bon, le blanc, alors on a encore du blanc aussi, un Rémoninck. On a choisi de ne pas sortir la même paire que Montebello, blanc et small cask, pour ne pas aller taper dans nos réserves de rhum blanc Rémoninck et sortir que quelques centaines de bouteilles. Et aussi parce qu'on a sorti l'autre cuvée qui n'est pas dans le pack de ce soir, qui est là quand même pour vous la montrer. Parce qu'on a sorti celle-ci alors qu'il n'a rien à voir. Hein. Ce n'est pas le même rhum. C'est un autre lot qui, lui, n'a pas été transporté à la voile. C'est pour ça que ce n'est pas écrit sur l'étiquette. Ok. Donc, on n'a pas voulu sortir un autre blanc Rémoninck, mais on en sortira un plus tard. Enfin, on a encore du blanc. On est en train de discuter de savoir si on l'oublie un peu dans des fûts ou si on sort blanc. On verra ça en fonction de l'humeur au moment où on décidera de le faire. Donc là, il n'y a pas de comparatif. Donc, c'est vrai qu'on peut comparer un small cask avec l'autre. Ouais, c'est que enfin, là, je sens tout de suite que le Montebello est plus végétal. Ouais, c'est vrai qu'en bouche, c'est assez frappant. Hein. Et le Rémoninck, quand même plus fruité, plus rond. C'est vraiment les deux profils du rhum agricole en fait qu'on retrouve là. C'est-à-dire, il y en a un qui est à fond sur la canne, un petit peu de poivre et du végétal, un peu plus sec, un peu plus frais. Et l'autre, plus rond, avec des fruits mûrs. Très fruits confiturés, fruits marmite. Ouais. Ça fait plus penser au style Biel, tu sais, avec le petit côté Mirabelle comme ça. Ouais, je vois tout à fait. Après, Biel, quel est le point commun? C'est l'effet de cognac. Ouais. Et je pense qu'il y a cet apport-là aussi. Ouais. Ah, c'est top. C'est marrant, il y a quand même ces différences entre ces deux rhums assez similaires. Et à chaque fois qu'on goûtait, en le dépotant, en les brassant, en les réduisant un peu, ça changeait de semaine en semaine. Quand il y en avait un qui aimait l'un, d'autres disaient non, je préfère l'autre. Et au point qu'on se souvient plus qu'on avait dit la semaine d'avant. J'avais pas dit que je préférais le Rémoninck la semaine dernière. Non, tu avais dit Montebello. Cette semaine, c'est le Rémoninck. Et donc, voilà, ça dépend un peu, je pense, aussi des humeurs et tout ça. C'est vrai que moi, ce soir, j'ai un penchant pour le Rémoninck aussi. Ouais. Petite gourmandise, ce fruit. Presque une petite douceur, un petit sucre aussi en fin de bouche qui est assez agréable. Ouais. Contrairement, c'est vrai, à ce que je ressors ce soir sur le Montebello, tant sur le blanc que le small cask, ce petit côté presque canne brûlée, un peu fumé là. Moi, je serais plus à l'apéritif sur le Montebello et puis après manger sur le Rémoninck. Je crois que je vais partir là-dessus. C'est bien résumé. Alors du coup, est-ce qu'on passe à la mélasse? On peut. Alors là, ça va faire un vrai grand écart. Ouais. Mais là, attention, j'ai encore plein de trucs à dire. Moi, je reviens de là-bas, donc. Ah bah oui, ouais. C'était l'expérience. Qu'est-ce que c'était alors ce programme là de visite des distilleries Tu as fait le Barbados Experience, c'est ça? Ouais, Barbados Rum Experience. Ouais. Voilà, c'est ça. L'événement le premier, la première fois qu'il lance ça, organisé par la femme et le fils de Richard Seale, Christian et Gaël Seale. Ouais, heureux homme que tu es. Heureux homme que tu es. Jaloux homme que tu es. Mais il fallait venir avec moi, Lolo. J'assume. Et du coup, Christian adorable, d'ailleurs, qui travaille pour Vélier à Milan, avec Lucas et tout ça, donc petit monde. Je pense qu'il a été un peu pistonné quand même par son père, sûrement pour avoir un joli job comme ça, mais il le mérite clairement. Donc en fait, ils ont créé ce Barbados Rum Experience en partenariat avec deux autres distilleries de Lille, donc Mangué et Saint-Nicolas-Sadé, pas avec la quatrième. Je voulais faire la blague, mais j'ai pas osé. Ouais. Moi, c'est pas à moi d'entrer dans ces détails-là, ils sont pas d'accord. Je crois que Gabriel Ferrand n'était pas invité. Non, ouais, je pense qu'il serait pas venu, j'en sais rien, mais j'ai pas envie de m'avancer là-dessus, c'est pas le sujet, mais bon, c'est vrai que il y avait beaucoup de gens qui y sont allés parce que Foursquare, il y a la Foursquare Mania habituelle dont on fait tous partie. Enfin, quand on aime les produits, il y a beaucoup de fans à travers le monde. Hein. Et il y en avait qui y allaient plus parce qu'ils sont amoureux du rhum déjà de base et du rhum de la Barbade. Et donc c'est vrai que moi je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas eu la quatrième distillerie parce que justement Alexandre Gabriel est passionnant, même si ce qu'il fait, il y a du débat dessus. Est-ce qu'on pratique comme il pratique lui ou est-ce qu'on pratique comme les trois autres pratiquent? Moi j'aurais aimé qu'il soit là pour qu'il y ait du débat plutôt qu'il y ait dans un sens de dire nous on a raison et puis les autres ont tort. Appelle des contradicteurs et puis parlons-en. Je crois qu'ils ont de plus en plus de mal à se parler. Je pense qu'ils sont allés trop loin dans les paroles, autant les uns que les autres. Ouais, c'est ça. Eux et puis leurs armées respectives aussi.
pense qu'ils auraient pu s'en sortir en tête-à-tête. Et peut-être que d'ailleurs, en off, ça se passe autrement. Mais je C'est trouve des que gens c'est sympas, surtout hein. leurs lieutenants qui sont un peu plus agressifs qu'eux-mêmes. Complètement. C'est Bref. souvent comme ça, de toute façon, mais ça, c'est les réseaux sociaux. Hein. Exactement. Là, je pense Et que. aller un peu loin, ouais, en effet. Ouais, Et puis après, il y a des on connaît visions, tous ne cette serait-ce que problématique. de business différentes, hein. Ils n'ont pas le même point de vue sur le produit. Ils n'ont pas la même Ouais, manière bien de sûr. faire. Donc, ils ont tous l'impression d'avoir raison. Après, je pense qu'ils ont chacun leur méthode de faire. C'est pas choquant non plus. Il y Je aurait suis moyen quand même de trouver plus un de terrain l'avis d'entente. des trois que de la seule. Mais après, chacun ses goûts, chacun ses process. Mais donc, bon, c'était très axé sur l'IG, donc sur la GI, ils appellent ça, la Geographic Indication, parce qu'ils sont en train de vouloir la signer, sauf que il vaut mieux être 4 que 3 sur 4 pour la signer. Donc, voilà, il y a ce débat-là. Donc, c'était assez pour dire, oh là là, vous êtes les premiers, vous allez être nos ambassadeurs, écoutez le discours, apprenez-le par cœur, et puis voilà. Mais bon, outre ça, il y avait quand même des gens passionnés qui n'étaient pas là juste pour aller visiter Foursquare et se faire dédicacer une bouteille. Donc, il y avait eu quand même du débat entre nous. On a pu un peu les challenger aussi pendant leur conférence. Moi, j'ai posé une question auquel ils ont bien répondu, et ça m'a un peu plus éclairé, de dire, mais attendez, vous faites une IG, mais vous nous expliquez pendant les visites que vous importez 70% de la mélasse que vous utilisez. C'est un chiffre global de l'île. Oui, mais bon, pourquoi, comment? Mais la réponse est très intéressante. Alors après, ils vont conclure leur réponse, et c'est là que ça revient dans le canal habituel de dire, oui, on aimerait faire passer des quotas pour que l'autre, parce qu'ils ne le citaient jamais, hein, n'utilise plus la mélasse barbadienne pour faire du Malibu. Ouais, voilà. C'est jamais de leur faute, etc. Ouais. Mais bon, c'était assez pour moi, en tant que Français, où on connaît les IG, les AOC par cœur, de les entendre dire il faut que ce soit avec de l'eau de la Barbade parce que c'est de l'eau corallienne et qu'il ne faut pas faire ça avec de l'eau neutre, et qu'ils importent de la mélasse de Repdom et de Trinidad pour faire leur rhum, quoi. Même si, après, il y a des explications. Pourquoi pas? Oui. Enfin, de toute façon, du coup, là, on commencerait avec le Foursquare, pas avec le Binley. Le Foursquare, ouais, c'est ça. Alors, il y a une question sur le chat qui demande, du coup, est-ce que tu as l'autorisation d'utiliser le nom Foursquare pour ta cuvée? Oui, mais avec une règle simple, c'est qu'il faut que ce soit plus petit que ma marque. Tout simplement. D'accord. Donc, c'est pour ça que, contrairement aux autres bouteilles où il y a marqué le nom des distilleries, où ils ont été d'accord, je l'utilise. D'accord. Là, j'ai dû le mettre ici. Parce que vous voyez que les marques, là, Rhum du Sud et Guillaume de Roigny, c'est pas gros. Ouais. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'informations sur la bouteille. Alors, il y a des gens qui m'ont dit pourquoi tu n'as pas mis ci, ça, machin, truc. Parce qu'il n'y a pas la place et qu'on a privilégié un peu l'esthétique et le beau dessin. Et franchement, elle tue cette bouteille. Hein. Elle est magnifique. Merci, c'est cool. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, il n'y a pas la merde pour Foursquare. On l'a rajouté, on a triché. Mais, oui, c'est vrai que ça ressemble plus à Weird pour le coup. C'est vrai qu'eux, ils sont au bord de la mer. Ouais. Mais bon, c'est joli. Ça aussi, il y a des déclinaisons pour les autres cuvées qu'on va faire. Un hommage à Alexandre Gabriel, quoi. C'est ça. Ouais. Il faut pas le dire. Un appel du pied. Non, du tout. Mais même si à l'époque, avec ce charmant monsieur que j'aime bien, moi, passionnant, on avait discuté de transport à la voile à une époque. Il disait que c'était pas le volume, pas le timing assez précis pour ce qu'il faisait lui, parce qu'il se comprend, il n'y a pas de souci. Mais donc, voilà, moi je discute avec tout le monde, je ne suis pas du tout fermé ni sectaire sur ça. Après, sur la question édulcoration, sur cette gamme-là, c'était même pas, on l'imaginait même pas, on ne prévoit pas de le faire. Mais on l'a fait sur d'autres produits qui ne sont pas dans la dégustation ce soir et qui ne sont pas dans cette gamme-là, avec les rhums du Sud. On a légèrement 1 ou 2 grammes par litre édulcoré certains rhums, donc on n'est pas non plus contre. Donc c'est là que, pour revenir sur la Barbados, son expérience qui était vraiment géniale, et je le recommande à ceux qui veulent vraiment approfondir, visiter dans un cadre intéressant, même si ça vous prive un peu de vos vacances à la Barbade, parce que vous êtes en conférence toute la journée, en visite, en machin, ce qui est super cool. Mais si vous faites ça, prévoyez quelques jours de plus. Une petite semaine de plus. Ouais, pour faire de la playa tranquille. Guillaume, il y a une question qui a été posée, c'est quel est le millésime de ce Foursquare? Alors, le millésime, je l'oublie à chaque fois, mais il faut faire des maths, c'est simple. On l'a mis en bouteille en 2021, il a 13 ans, donc il faut faire 2021 moins 13. Donc, je crois que c'était quoi, 2008, je crois, on avait dit. Ouais. Oui, 2008, tout simplement. 8 et 13, ça a toujours fait 21. Hein. Ouais, après, ça n'a rien à voir avec celui qui s'appelle Foursquare 2008 en embouteillage local, parce qu'il a été mis en bouteille là-bas, et il paraît que c'est un élément impératif pour la GI barbadienne.
Non, mais là où c'est intéressant sur le côté embouteillage sur place, c'est que c'est un autre discours que la Martinique, même si, bon, ils ont sûrement dit ça à l'époque à la Martinique, c'est qu'en fait, ils veulent aussi garder la workforce là-bas, comment ça s'appelle, la main-d'œuvre. Ils veulent que les gens, les Barbadiens, gagnent de l'argent avec le rhum local. Que toute la valeur ajoutée reste à la Barbade. Ouais, exactement. Moi, j'ai visité le bottling plant, là, c'est un hangar entier où il y a l'embouteillage Foursquare. Toi, tu aurais fait un malaise là-bas, le parce qu'il y a des palettes entières de toutes les références qui attendent de partir à travers le monde. Mais c'est un truc assez hallucinant. Moi, des chaînes grosses comme ça, j'en ai vu que dans le vin, dans des gros producteurs de rosé de Provence dans le Var, qui sont connus pour être les plus gros de France, des lignes 100% automatisées et tout. Bon, là, ce n'était pas non plus l'automatisation, mais vous avez 4 lignes parallèles, où il y a différents formats de bouteilles, export ou pas, qui sont mis en bouteille. Enfin, c'est intense, quoi. Donc, on se dit, ouais, il y a 50, 60 personnes qui bossent là à l'année. C'est vrai que de l'embouteiller nous-mêmes ou de le faire embouteiller en Europe, ça fait enlever ce travail-là. Quand tu vois les chais, sur les photos de la distillerie à Foursquare, c'est monstrueux, quoi. Le nombre ils ont entre 45 et 50 000 fûts toujours remplis là-bas, quoi. Et on parle que de ceux qui sont en train de dormir dans les chais, pas de ceux qui sont manipulés tous les jours. Bien sûr, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, mais c'est assez incroyable de voir ça. Quand moi, je suis plus habitué, comme nous tous, en tant que francophones, aux îles françaises, même s'il y en a des très grosses et tout ça au niveau de leur stockage, là-bas, c'est ahurissant. Quand on voit Mangué aussi, c'est plus de 50 000 fûts, c'est énorme. Ouais. Et après, donc, j'ai pas encore eu la chance d'aller là-bas. C'est encore x10. Sérieux. Ouais, c'est complètement. J'espère qu'il y aura un Jamaïcain dans mon expérience, une de ces 4 auxquels je pourrais aller. Mais je prends mon billet aussi. Voilà, et donc le Foursquare là, il y a un autre truc qu'on a marqué sur l'étiquette, parce qu'on était assez fiers, c'est que c'est 100% tropical. Alors, il y en a qui vont dire oui, mais le passage en bateau, c'était pas tropical. Bon, une partie, c'était quand même dans les tropiques. Donc, tout son vieillissement, il avait 12, quelque chose d'années. Il a eu 13 ans, une semaine après qu'on l'a chargé dans le bateau. A été fait dans le même fût de Bourbon, dans les chais de la distillerie en climat tropical. On est les seuls Européens qui pouvons acheter du Foursquare directement à Richard Simon. Tous les autres sont renvoyés chez le grossiste, le broker qui s'appelle Scheer. Parce que c'est comme ça, ils ont des partenariats. Et la seule exception qu'il fait, c'est pour les transporteurs à la voile, donc le Tresson Bresse et nous avec le Galant. Donc c'est clairement cool, quoi. Excellent. C'est clairement cool. Donc, par contre, j'ai vu un truc sur l'étiquette, j'avais pas fait attention. Est-ce que j'ai lu Pure Single Rum? Ouais. Et du coup, est-ce que là, on n'est plus sur l'assemblage classique pot still colonne? On est que sur du pot still? Si, on est sur pot still colonne. Ah, ok, d'accord. Et c'est lui qui nous a dit de mettre ça à la place de mettre Foursquare, parce qu'à la base, la maquette se disait Foursquare. Il m'a dit non, tout simplement. Même s'il disait que le dessin était très joli aussi. Et il m'a dit, mais ça reprend la classification Gargano et c'est mieux comme ça. Okay. Mais donc, c'est Pure Single Rum. On en parlait d'ailleurs quand on était là-bas avec les Américains qui ont goûté ça. Il y a beaucoup d'Américains fans de Foursquare. Il y avait la moitié des participants, ils venaient de là-bas. C'est parce que c'est une seule distillerie et que ce n'est pas un assemblage de rhum après le vieillissement, en fait. C'est que c'est l'assemblage qui est fait à la base. Ok, d'accord. C'était un single rum. Voilà. Ah, du coup, ça a évolué la classification, je n'étais pas à jour. Honnêtement, ça me paraît bizarre, tout ça. Hein. C'est vous l'équipe de la classification Gargano? Normalement, pot still plus colonne, ça devrait être single blended. Donc, single, une seule distillerie et blended parce que c'est pot still et colonne. On est d'accord. Ouais, comme c'est la classification Gargano-Seal, on va lui laisser le doute. Oui, peut-être qu'ils ont fait évoluer les choses. Honnêtement, je ne suis pas inquiet, mais justement, moi, ça m'allait pour ça. Mais j'avais posé la question parce que c'était vendu comme un assemblage colonne et pot still. Attends, je crois que 100% de leurs rhums sont comme ça. Il est en pure single rum parce qu'il a été assemblé blanc et pas d'assemblage après le vieillissement. C'est un single cask. Après, c'est un truc de geek, tu vois, ça fait parler de geek. C'est un petit sur tout leur rhum en OB de chez Foursquare, c'est single blended. Hein. C'est bien ça qu'ils ont mis. Hein. Ouais, même surtout leur rhum, ils marquent ça. Mais bon, après, ils expliquent, ouais, là. Mais sauf que là, c'est parce que c'est pas un single cask. C'était ça le débat, justement, avec ceux qui sont très à l'aise avec la Gargano Seal Classification. Ouais, en tout cas, ça me va. Mais clairement, c'était un peu le plan B à la place. Enfin, c'était même pas... Alors oui, je comprends carrément que les embouteilleurs indépendants qui marquent Foursquare en énorme et leur nom en tout petit en dessous, c'est assez pour dire c'est du Foursquare aussi.
il y a des cas. C'est ce qu'avait fait Richie, hein. C'est ce qu'avait fait Richie avec son 20 ans. Ouais, bah justement, moi, quand j'avais demandé et qu'il m'a dit non, j'ai fait, il y en a d'autres. Il m'a dit, ouais, bah, ils sont au courant et je leur ai dit qu'il n'y aurait pas de deuxième fois, quoi. Surtout qu'en plus de ça, moi, j'avais un peu l'espoir de me dire, j'ai un peu essayé de gratter, comme on dit, mais je lui ai dit, c'est du rhum que je t'ai acheté à toi. Il est au même degré que ce que tu m'as vendu, à un demi-degré près. Tu l'as vu, le chargé, enfin, c'est ton rhum, quoi. Ah non, tu le mets pas, il faut que ce soit plus petit que ton logo. Et vu que les logos sont tout petits, on a mis un plus petit. Ouais, c'est Voilà, une mais bon. La question que je te poserai sur le Foursquare, Guillaume, c'est du coup, j'imagine que tu l'as amené. Enfin, c'est pas, j'imagine, je sais très bien, j'ai vu la photo. Est-ce qu'il a goûté et qu'est-ce qu'il en a pensé par rapport à ce qu'il avait vendu? Est-ce qu'il a l'équivalent actuellement chez lui? Bah alors l'équivalent évidemment qu'il a parce que il en a 47 000. Bon après ils sont pas tous en Bourbon mais Pour beaucoup, ils sont évidemment il en a. Ce qu'il en a pensé, c'est toujours un peu dur à dire avec le personnage parce que c'est un personnage aussi. Il a trouvé l'étiquette magnifique, il a apprécié que je lui en apporte une. Il m'a dit ouvre-la pour que tout le monde goûte. Et bon, il a goûté, il a dit ouais c'est mon rhum. Donc il n'y avait pas, il n'y a pas de doute. Hein. Il fumait son cigare bon, mais connaissant le mec, à force de passer plusieurs jours avec lui, c'est presque des compliments, donc c'est cool, parce qu'il peut être assez pet sec aussi. Mais par contre, tous les gens qui étaient autour de nous, qui sont des passionnés de Foursquare, de rhum de la Barbade et des fins dégustateurs, on a goûté de belles choses, et puis il y a des gens qui ont des années de passion là-dedans. Beaucoup ont dit que c'était une des révélations de la semaine. Je cite, hein, je ne veux pas non plus me jeter les fleurs, puis encore une fois, moi je prends facilement ces compliments-là, parce que c'est pas moi qui fais le rhum. Hein. Même si bon, il y a mon nom dessus et compagnie, c'est pas moi le producteur, donc c'est plus facile de dire bah oui, c'est pas moi, c'est Foursquare. Mais beaucoup ont dit que c'était un des meilleurs rhums qu'ils ont goûté de la semaine, qu'il y en a même qui ont dit révélation, et il y en a plusieurs qui me demandent est-ce que je leur en envoie aux US particulièrement, parce qu'ils ont adoré ça, qu'ils en veulent une chez eux et que ça leur plaît. Et justement, je pense que pourquoi alors qu'ils en ont plein et qu'ils connaissent tous Foursquare par cœur et qu'on en a goûté là-bas aussi des échantillons juste sortis du fût. Parce qu'il y a le truc en bateau. Ouais, c'est ça. Là, c'est vrai que je trouve que moi qui ai goûté beaucoup de Foursquare, on n'est vraiment pas. Souvent, je les classe dans deux catégories. Où il y a le côté très, très bourbon, vanillé, caramel, où il y a le côté un petit peu, souvent un peu vineux ou soufré. Et là, je trouve que c'est un des premiers Foursquare que je goûte qui me paraît vraiment avec un fruité un peu tropical comme certains Clarendon. Je trouve qu'il y a vraiment un fruité fondu qui est hyper agréable, quoi, aussi bien au nez qu'en bouche. Très d'accord sur le fruité, ouais. Une espèce de compoté de fruits au chaudron, là, c'est assez agréable. Ouais. Il est très, très concentré, en tout cas. Après, donc, on n'a pas réduit parce qu'on voulait garder l'authenticité. C'était un peu aussi un moyen de montrer que les embouteilleurs indépendants vont être emmerdés par la GI, justement. À plus pouvoir dire que c'est de la Barbade. Normalement, plus pouvoir utiliser autre chose que de l'eau de la Barbade. Tu vois, on m'a rapporté des citernes d'eau de la Barbade avec le bateau à voile. Ouais, puis de toute façon, si. Je paye pour 200 litres d'eau. Donc, on a voulu pas le réduire pour dire, regarde, on a pris ton produit, on l'a transporté à la voile, on l'a mis en bouteille. Oh oui, bon, on l'a sorti en cuve inox pendant quelques semaines pour le brasser un peu et le rendre un peu plus souple, mais on n'a rien rajouté dedans. Et donc, ouais, c'était un peu un moyen de garder l'authenticité, mais clairement, c'est très bon comme ça. On a encore là en stock un fût similaire, un fût jumeau, qu'on va laisser avoir 14 ans avant de le sortir. Donc, ce sera une autre cuvée comme ça qui sortira dans quelques mois. Et là, on se pose la question ou pas. Ouais. Et on est d'accord. Là, on se pose la question ou pas, de pourquoi pas le baisser un petit peu, quoi. Mais bon. Du coup, tu fais les pré-réserves ce soir, c'est ça? Un carton. Pour ma grand-mère. Deux cartons demain. Deux cartons, ouais, c'est ça. Après, sachez qu'il passe à la maison. C'est que je peux dire que c'est pas moi qui m'occupe de la distribution, c'est mon associé Hugo. Donc, c'est pas grave, je connais très bien Hugo, t'inquiète. Non, mais ouais, carrément. Justement, c'était un lancement de marque aussi, donc ça a été intense au niveau du travail. Il y a eu donc les rhums du Sud, il faut quand même que je dise un mot dessus, c'est la boîte de mon ami de longue date, Hugo Randazzo, qui fait des rhums arrangés depuis bientôt 5 ans. Il va y avoir le 5e anniversaire en 2022, là. Qui se développe beaucoup, surtout depuis les premiers confinements, où maintenant c'est vraiment une boîte qui tourne beaucoup. On y bosse à plein temps tous, sauf moi quand je pars à la Barbade. Et donc, il a dû d'abord satisfaire, entre guillemets, ses clients à lui qui sont avec lui depuis plusieurs années, donc tout un tas de cavistes. Il y a plus de 200 clients pros à travers la France.
à qui, pendant les mois où on préparait ça, on disait il y a des nouveautés, on va aussi faire du rhum, etc. Donc, il a fallu faire ça, le réseau d'agents qu'on utilise aussi, et puis des gens qui viennent de mon réseau à moi ou qui viennent aussi du fait qu'on fasse ces produits-là et qui ont attiré des cavistes, donc des nouveaux cavistes, à qui on a dû limiter un peu les quantités. Enfin, on l'a fait avec tout le monde, on a été quand même assez équitable là-dessus, mais donc de dire, on a aussi toute une gamme de rhum arrangé derrière. C'est aussi pour ça qu'on a fait ces produits-là, évidemment, hein, on ne va pas se cacher de ça. C'est qu'on essaie d'avoir une complémentarité de produits. Et d'ailleurs, des rhums arrangés de super qualité. Alors, on connaît tous les rhums, les arrangés Tissed, évidemment, qui restent des choses très bonnes. Mais moi, je trouve que personnellement, les rhums d'Hugo sont arrangés, sont très, très bons. Et je ne trouve pas qu'on en parle assez par rapport à la qualité de ce qu'il fait. Merci, Laurent, pour ton intervention. Le Garrigue, Également, le Garrigue est très bon. Hein. Pour avoir goûté toute sa gamme, il a des choses qui sont exceptionnelles. Même son punch qu'il fait avec ses oranges fraîches, c'est exceptionnel. C'est vraiment des oranges fraîches. Tu le vois pressé. Pour l'avoir vu faire directement à l'usine, c'est des produits de qualité. À l'atelier, c'est pas une usine. Ah oui, pardon. Au laboratoire, si on va être précis alors. En plus. On ne met pas des charlottes, des surchaussures pour rien. Voilà. Mais merci, Laurent, fan inconditionnel. Tu n'auras pas de réduction sur le deuxième Foursquare malgré ton intervention. Donc, qu'est-ce qu'on disait d'autre? Oui, donc Foursquare 100% tropical, transporté à la voile dans son propre fût de Bourbon. Et pareil, oui, brassé quelques semaines en cuve inox et mis en bouteille tel quel. Et son petit frère qui arrivera quand il aura 14 ans. Et puis là, le galant qui part aujourd'hui va aller en récupérer quelques-uns d'autres que j'ai pu goûter là-bas. Et j'essaye de... On connaît déjà les années ou Non, non. Et puis tout n'est pas défini encore. J'essaie de convaincre mon nouvel ami Richard, avec qui on a fumé des cigares et tout, donc on est plus proche qu'avant, pour qu'il me vende un peu des trucs un peu plus funky. Enfin, pas plus funky, mais un peu cool aussi. C'est surtout sur le finish que tu veux jouer? Non, du tout. Justement, je me demande si je fais des finishes ou pas. Tu vois, même sur le deuxième fût qu'on a à l'entrepôt, là, je me demandais si on n'allait pas faire un truc qui change ou tout ça, mais bon, le produit est tellement bon comme ça, il y a tellement justement de demandes de clients qu'il n'y a pas besoin de trouver de nouveaux arguments, ne serait-ce qu'au niveau argumentaire commercial. Le goût est bon, donc pourquoi... De toute façon, au niveau commercial, tu sais que tu mets Foursquare, même que tu le mettes en petit ou en gros, tu sais que voilà, tu n'auras pas de problème pour le vendre. Hein. Ce n'est pas la question, ça, le côté commercial. Hein. À partir du moment où tu mets Foursquare... Ah oui, non, mais bon. Il y a quelqu'un qui a une bonne idée là. Faudrait le mettre sur la barge de plantation là pour voir comment ça vieillit sur la scène. Ça pourrait être pas mal aussi. Il y a les gens là-bas qui parlent anglais à la Barbade. Qui Youpala se dénonce. Ouais, c'est qui Youpala? C'est qui Youpala? Parce que je suis sûr qu'on le connaît, Youpala. À mon avis, son prénom il commence par un N. Oh putain! Oh merde, ouais. D'accord, ça va, je vois qui est Youpala. Donc, du coup, les Nico. enfin, ceux qui parlaient anglais là-bas à la Barbade, ils aimaient bien faire la blague de dire, en parlant de la barge, that's insane. Insane, vieillissement sur scène. Oui. Voilà. D'accord. Je trouvais ça assez drôle. C'est vrai que bon, pour avoir beaucoup travaillé avec les voiliers cargo et comparer avoir fait du bateau-mouche aussi à Paris, il n'y a pas exactement le même effet. Mais pourquoi pas? Écoute, moi, je trouve ça fun. Et puis justement, il faut un peu de l'expérience aussi. C'est pas que, voilà, c'est un tout. Moi, je trouve ça fun. Après, ouais, ça va pas être les mêmes effets de vieillissement, je pense. C'est pas la même dynamique, mais voilà, il y a un petit balancier permanent. Tu le vois quand tu as passé une nuit ou deux sur un voilier, même de plaisance. Hein, au début, tu t'es un peu dérangé le soir quand tu vas te coucher au mouillage, même au port, hein, ça bouge un peu. Et puis au bout de 3 jours, quand tu retournes dans ton lit normal, ça bouge et tu te dis ah ouais, il y avait vraiment quelque chose en fait. Imagine ton rhum qui passe plusieurs années comme ça. Ouais, c'est ça. Il y a quelque Parce chose. Que, du coup, sur la barge, on sait pas quelques mois, on imagine que ça peut rester quelques années. Donc, ouais, il y aura peut-être quelque chose d'intéressant. Ce sera intéressant à goûter en tout cas. Ouais. Après, pourquoi pas mettre du Foursquare dessus, hein. Je ne serais pas l'instigateur de ça, parce que j'ai pas envie d'avoir de problème. Mais regarde, attends, il y avait All Brother, le copain auto, qui avait fait son blend Weird Foursquare. Ouais. Il est encore vivant. Hein. On l'a pas vu retourner à la Barbade depuis, parce qu'à mon avis, Wanted là-bas. Mais... non, mais le produit était bon en plus, tu vois. C'était excellent ça. Ouais. Ça l'est toujours. Ça l'est toujours, ouais, carrément. Ouais. Le FWI de All Brother, le FWI? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Pour se faire West Indies, ouais. Fallait quand même être en taux pour faire ça. Mais bon, il a sorti une bombe, mais il fallait avoir
les coronets, comme on dit. Il fallait surtout plus vouloir faire Foursquare derrière, quoi. Hein. C'est surtout ça, je crois. Hein. Parce que l'idée en soi, elle est très bien, mais tu sais aussi que tu vas te fermer clairement les portes pour de prochaines cuvées. Quand tu vas aller voir Richard pour lui demander un fût. Ouais, mais encore une fois, si tu vas voir Richard pour lui demander un fût, il va te dire appelle le numéro là en Hollande. Appelle Chier, parce que c'est Chier qui vend mes rhums. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. Et d'ailleurs, justement, même Chier, qui est un partenaire de longue date avec eux, qui leur permet de faire quand même un gros volume annuel, hein, va être emmerdé par ces histoires de GI. Il va devoir faire comme avec la Jamaïque, d'ouvrir un entrepôt là-bas. Donc, en gros, Foursquare, plutôt que d'envoyer son rhum en Europe, vieillir là-bas pour les dernières années du vieillissement, va les envoyer chez un voisin à la Barbade. Et Chier va les vendre de là. Du coup, on aura du 100% tropical, quoi qu'il arrive. Donc, c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être une bonne nouvelle pour nous. Après, pour eux, la logistique, ça va peut-être faire légèrement augmenter les prix. Ah ouais, c'est ça, ça va monter le prix. Ça fera du 100% tropical en systématique parce que quand il va arriver derrière en Europe, s'ils ne le revendent pas de suite, ils vont te rajouter un an de plus sur le truc. Donc, il y a un an de plus en tropical. Doit avoir eu lieu à la Barbade. Là, c'est l'embouteillage qui doit avoir lieu à la Barbade. L'embouteillage aussi doit avoir lieu là-bas. Donc, ça veut dire que tu achètes un fût à Chier. Et c'est là que c'est un peu chiant pour nos histoires d'écologie, de transport à la voile. Et même de logique, un peu. On n'arrête pas de prendre l'exemple de dire transport à la voile, au Canada, c'est pas l'idée non plus. Part en Chine pour être traité, transformé en meuble qui est vendu en Europe. Ça fait 3 fois le tour du monde en porte-container. Bah là, on est exactement sur le même genre de cas. C'est presque stupide. Après, on comprend pourquoi ils le font. Mais les bouteilles qui sont produites en Italie ou en Allemagne, pour la plupart, 90% des bouteilles du monde sont produites là. Hein. Elles vont partir vides en cargo là-bas. Pour être embouteillé, pour revenir avec en plus de ça de l'eau dedans. Parce que si on veut faire de l'embouteillage là-bas, c'est pour utiliser de l'eau de source locale, c'est marqué dans la GI. Donc tu auras 30% de la bouteille, c'est de la flotte. Ouais, mais Guillaume, c'est ce qu'on fait dans les Antilles. C'est ce qu'on fait dans les Antilles. Oui, c'est ce qu'on fait là. Alors pourquoi aujourd'hui avec notre IGP ou notre AOC, c'est ce que l'on fait. Quand tu achètes un JM 2010, un JM 2003, enfin n'importe quoi que tu achètes, on sait très bien que c'est embouteillé là-bas et tu prends une favorite, c'est à 40 et quelques degrés. Tu sais très bien que tu as la moitié d'eau. Hein, donc aujourd'hui, on ne peut pas s'en offusquer sur les autres et accepter que ce soit fait dans les Antilles françaises avec l'AOC, quoi, tu vois. Ah, mais je m'en offusque pas pour les autres, mais on s'en offusque quasiment hebdomadairement sur le fait qu'il y ait des poissons pêchés au large du Canada qui sont allés manufacturer en Chine ou en Asie, vendus en Australie. Voilà, enfin, ça arrive pour tout. Mais moi, je trouve ça con de créer des nouvelles règles qui créent ce genre de trucs-là. Après, la raison pour laquelle ils le font, encore une fois, garder la main-d'œuvre là, garder l'authenticité du produit, la main mise dessus, etc., c'est carrément logique. Sauf que derrière, un mec qui passe de longues heures et de journées et de mois de travail sur du transport à la voile qui coûte cher, qui fait travailler des gens, qui a une éthique, etc., c'est totalement l'inverse de ce qu'on veut faire. Alors, on n'est pas encore assez gros pour aller dire vous ne voulez pas rajouter un alinéa dans votre GI qui dit si on fait un transport à la voile avec tel ou tel scellé ou certificat, on peut le mettre en bouteille, nous, pour rester écologique. Mais il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais. J'en avais parlé avec le président de la l'AOC Martinique qui m'avait dit non, clairement. Ah, c'est vrai. Ouais, non, mais il m'avait dit en gros, c'est pas forcément que je suis contre ça, mais il dit si j'ouvre la porte à quelque chose, je suis mort. Ouais. Parce que après, il y a des exceptions. Donc, il avait fermé le sujet immédiatement, ce que je comprends encore une fois, on avait tenté. Hein. Et là, j'ai essayé de le faire comprendre, de donner mon avis. C'était l'occasion aussi, hein, c'était aussi pour ça que j'y allais. Et il disait, vous inquiétez pas, vous serez toujours sous le radar. Donc, en fait, c'est selon moi, un espèce de demi-aveu de dire, en fait, c'est pas sujet. En fait, le truc qu'on veut faire, c'est se protéger de l'autre grosse distillerie d'à côté. Et c'est que pour ça qu'on fait ça, en fait. Et il y avait 2-3 autres embouteilleurs indépendants. Il y avait Peter Holland de Zadboutiki sur place, qui est en plus de ça ambassadeur Foursquare. Il y avait Philippe Matco qui a créé sa marque Opportune, qui habite à la Barbade, qui est martiniquais. On avait tous là, différents qui faisaient ce métier d'embouteilleurs, importateurs. Des questions au moment où il y avait le débat sur le GI, il disait mais oui, mais c'est telle exception, comment on va faire? Est-ce qu'on pourra marquer ça, pas marquer ça? Et il disait non, mais vous inquiétez pas. Ouais, voilà. Vous inquiétez pas, c'était plus le soir en aparté où j'étais là, Richard Seed, dit attends, avec les 400 cols, sérieux quoi. Et il m'a dit tu seras toujours sous le radar. Bon, voilà. On va faire un truc. Bon, après, l'argument qu'ils utilisent beaucoup, c'est qu'il va y avoir une période de transition. C'est-à-dire qu'avant que ce soit totalement interdit, quand ce sera signé, on aura quelques années pour écouler les stocks de Chier en Europe. Et il doit y en avoir. Oui, il doit y en avoir un peu. Bon, voilà. Après, moi, je ne les achète pas chez eux, mais j'ai la chance là, de pouvoir le sourcer en direct, ce qui est carrément cool. C'est super.
D'ailleurs, il encourageait ça, Richard, il y a quelques temps. Il encourageait les gens à venir le voir et tout ça. Voilà. Ouais, mais tu vois, par exemple, en direct. Philippe Matco, qui fait Opportune, là, il habite à la Barbade. Il a demandé, il a même fait en direct pendant une conférence pour essayer d'avoir un peu plus d'impact en disant comment je fais, parce que je trouve ça con de devoir l'acheter là-bas alors que j'habite ici et compagnie. Et c'est comme ça. Donc, du coup, il m'a demandé, il est venu me voir après, il m'a dit je ne peux pas m'arranger un Foursquare. Il me dit à la voile ou pas à la voile, mais vu que tu peux m'en avoir du vrai, donc on va peut-être faire ça. Parce que lui, il a un assemblage, je crois que c'est French West Indies, je crois que c'est de la Martinique, mais il n'a pas le droit de le dire, avec du Barbade qui est assemblant d'Europe. Je n'ai pas goûté celui-là. J'ai goûté un super Saint James blanc qui va sortir là bientôt, je crois, de sa gamme. Super bon. Sympa. Ça faisait bien de boire un petit tiponche sympa au milieu des cornénols là-bas. Là. Ouais. Il m'a dit tu veux un tiponche à la martiniquaise carrément. et avec son propre rhum. Et franchement, il était très bon. Je vous le recommande. Moi, je ne connaissais pas du tout la gamme. Enfin, je connaissais ce qu'on en voit sur les réseaux sociaux. Mais je n'avais jamais goûté. C'est super travail. Le mec est super sympa. Il y a Youpala qui demande comment est le rhum Saint-Nicolas Abbey. Comment est le rhum Saint-Nicolas Abbey? Différent des autres. Très authentique. Du sirop, c'est ça, hein? Ouais, 100% sirop de canne pressé sur le domaine. Donc, c'est qui Youpala déjà, Laurent? Je ne me souviens plus. C'est Jiquel. Tu vois pas. Mais non, c'est Jiquel. Ah, c'est le évidemment, c'est gagnant. Jiquel. C'est le Toulousain. Tu n'as pas reconnu son sale pull de l'armée vert, là? Mais je ne vois pas toutes les vidéos, en fait. Ah, il est là, ouais, d'accord. Le mec, il boit à l'œil, comme d'hab. Salut, Nico. Du coup, ouais, comment c'est? Donc, c'est des rhums. Ça fait un super petit punch. Ça fait un super petit punch. Allez, j'aurais dû refaire une vidéo quand j'ai vu que c'était toi qui avais gagné, j'ai hésité. Hein. Mais bon, je suis trop honnête pour ça. Donc, comment ils sont? Mais ils sont très intéressants, très différents des deux autres, Manguet et Foursquare, parce que fait à base de sirop, très artisanaux, souvent trop réduits pour des grands amateurs, des gros amateurs comme nous. Ouais, je me souviens, c'est ce dont je me souviens aussi. Ouais. On l'avait goûté au Rumfest. Je ne sais pas si tu étais là. Une fois, il y avait une masterclass Barbade. On avait goûté un peu tout ce qui se faisait à la Barbade. Et en effet, ouais, tout le monde était assez d'accord sur le fait que c'était très intéressant, mais un petit peu mou. 40 degrés, quoi. C'est assez triste. Donc, c'est très bon. Et donc, du coup, moi, j'en ai acheté quand même là-bas. J'ai acheté du blanc overproof à 60 degrés. Parce que justement, ils ont compris qu'il y avait aussi cette demande-là. C'est quand même bien plus intéressant. C'est assez concentré comme goût. Donc, j'ai acheté ça pour faire des daiquiris, honnêtement. Moi, j'ai testé ça avant-hier avec un copain qui est passé à la maison en petit punch. Fun aussi, mais ça ne marche pas hyper bien. C'est pas l'original. Ouais. Non. Puis surtout que j'ai acheté aussi leur sirop en petite bouteille. Là, donc, j'avais fait avec le sirop, le machin. Donc, ça faisait la version barbadienne. C'était pas excellentissime. C'était un peu chaud, là. Mais pour faire des trucs du style daiquiri avec juste une petite lampée jamaïcain par-dessus, ça va être très sympa. Après, les rhums vieux, il y a toute une gamme, là, 5 ans, 8 ans, un 10 ans qui sort en janvier, qui lui, par contre, sort du lot, à goûter vraiment. Ensuite, il y a des trucs plus vieux, mais ce n'est pas des rhums de chez Saint-Nicolas, c'est des Foursquare. Oui. Qui sont pas bons en fait. C'était assez unanime là-bas, c'est assez triste à dire, mais en fait le truc c'est que quand ils ont racheté il y a moins d'une vingtaine d'années, une quinzaine d'années je crois, l'endroit pour en faire une distillerie, ils n'avaient pas de rhum à vendre tout de suite, du rhum brun, et c'est le genre de pays dans lesquels on pensait que le rhum ça se buvait surtout brun, surtout la clientèle touristique. Donc ils ont voulu avoir tout de suite du rhum vieux à vendre, et donc ils en ont acheté à Foursquare. Prête à être. C'est encore du 98 alors? Ouais, ils ont encore 3 ou 4 fûts de Foursquare 98, c'est marqué sur le fût. Ils ont une espèce d'antre là, sous la salle de dégustation, où il y a encore une petite vingtaine de fûts, dont quelques-uns de 98. Mais le problème, c'est que c'est vraiment pas très bon. Ils l'avouent presque à demi-mot eux aussi. C'est que quand ils l'ont acheté à Foursquare, c'était pour le vendre. Et donc, n'étant pas encore à l'aise, n'ayant pas encore les outils pour, etc., ils l'ont acheté réduit à 40 degrés. Donc le machin, ça fait 15 ans que c'est en fût à 40 degrés. Ah ouais, d'accord. Il est plus ranci ouais, chose. C'est triste, quoi. Franchement, c'est triste, quoi. C'est un rhum antillais. C'est un rhum martiniquais, quoi. Ouais, allez, arrête. Hein. Non, mais c'est dommage.
il n'y a plus de travail. Ça aurait été le rhum, comme il était au départ à 60 degrés, aujourd'hui réduit à 40 pour être vendu, ce serait un délice, même s'il est un peu trop réduit. Mais là, voilà, 40 degrés dans le fût, on se demande même si parfois il n'est pas un peu en dessous parce que ça s'évapore aussi. Bah, du coup, au bout d'un moment, ils vont même plus être capables de le vendre en tant que rhum. Ouais, moi j'imagine qu'ils mettront une lampée dans pour remonter, ou je sais pas, un petit peu à la casserole pour que ça. Non, je rigole. Enfin, je sais pas, mais bon, voilà, en gros, c'est pas très. Bah, j'imagine qu'en 23 ans, si c'est un 98, t'imagines, ça veut dire qu'en 23 ans, il a dû perdre au moins 3-4 degrés. Donc, s'il était à 40, tu es en dessous des 37, ça c'est sûr. Alors, selon Larry Warren, qui est quelqu'un d'adorable, vraiment accueillant et passionnant aussi, il dit qu'il a une moyenne de part des anges de 8% chez lui, ce qui ne me paraît pas tant que ça non plus. Mais de 8% de volume, hein, pas d'alcool. Mais bon, évidemment, l'alcool aussi baisse. Donc, je ne sais pas. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça va. S'il l'achetait à 40 degrés, prêt à être embouteillé, ça va être compliqué de garder ce degré-là longtemps. Mais bon, en fait, clairement, les gens qui achètent ça, il le dit un peu lui-même. C'est les croisiéristes qui viennent faire un petit tour de train à vapeur et qui repartent avec une jolie bouteille qui coûte assez cher. Hein, quand même, ça coûte un peu cher les rhums vieux de Saint-Nicolas. Les belles carafes, tout ça, tu peux la faire graver. Donc bon, ça se vend. Et puis il y a un fût qui est vendu à Wells Solutions, là, en Pologne ou en quel pays là, de l'Est, qui fait, en gros, en fonction des commandes qu'il a, il en fait embouteiller petit à petit. Donc voilà, c'est une histoire qui se termine, ça. Mais ça leur a permis de se lancer immédiatement dans le rhum. Et après, au niveau des rhums vieux, bah voilà, c'est un peu trop réduit à 40 degrés. Il y a enfin ce 10 ans d'âge là, qui est vraiment très intéressant, qui sort à 48 au lieu de 40. Et ça, c'est vraiment très bon. Franchement, c'est le seul rhum vieux que j'ai vraiment bien aimé. Ouais. Ça, si on peut. Ouais, il m'a dit qu'il discutait avec des Français pour importer un petit peu. Donc, à suivre. Ouais. Je me souviens plus du nom. Et du coup, est-ce qu'on passe à l'Australie? On passe au Binley, ouais. Guillaume, François, il est comme moi. Olivier est prêt à aller se coucher, là. C'est bon, on l'a perdu. Il y avait une question, je crois, c'est Nico qui parle. Ouais, est-ce que tu avais goûté le Clifton Hall, là, le Foursquare qui avait été fait pour l'hôtel? Ouais, c'est ça aussi. Parce que lui aussi, il est à 40 degrés, donc il a pas à 40 degrés. Il est à 40 degrés, réduit pour être commercialisé. Ouais, voilà, mais est-ce que tu l'as goûté quand tu étais là-bas? Ouais, je l'ai goûté. Parce que j'en ai trouvé une d'ailleurs pour François qui est là. Et pour Laurent qui est là aussi. En fait, ma valise pour une fois était remplie de bouteilles pour les autres, ce qui n'est pas toujours le cas. Et du coup, c'est Massimo, le mec qui appartient à la Clifton Hall, qui est venu me le livrer chez Foursquare. Il m'avait apporté des petites fioles avec. Donc, on l'a goûté ensemble là-bas. Mais c'est plutôt bon. Après, c'est assez léger, quoi. Mais c'est bon. Mais à la différence de ce dont on parlait avant, c'est des rhums qui sont réduits à l'embouteillage. Pas réduits avant de passer 15 ans dans le fût. Alors du coup, notre dernier rhum de ce soir, je suis désolé, j'accélère un peu parce qu'on a déjà 20 minutes de retard. Magnifique. C'est peu pour moi, c'est peu. C'est un petit Binley. C'est ça, l'Australie, Queensland, le nord-est de l'Australie. Et un 5 ans qui titre 54,2. J'imagine qu'il est réduit à 54,2. Alors, moi, j'ai fait aucune opération de réduction et Ferroni non plus. Donc, d'accord. Je pense qu'ils l'ont acheté à un degré peut-être un peu plus élevé que ça. Ils l'ont. Ah, l'autre, il fait sa pub là. C'est Pupa qui met sa bouteille là. C'est Nico, c'est même pas David, hein, je te rassure. C'est Nico. C'est Nico, c'est même pas David. Il y en a deux. Il est commissionné, je suis sûr. Donc oui, c'est du rhum qui permet de faire les Ferroni Australie, Bob de Venise qui sortent dans la série Brut de Fût. Et je pense qu'il y en a encore un qui est sorti aujourd'hui là. Enfin, ça sortait cette semaine. Je crois qu'il y en a encore un australien de chez eux. C'est le rhum qui a servi à faire la cuvée Pupa Rhum qui a été sélectionné chez Ferroni. Et d'ailleurs, j'avais aidé l'ami David qui est là ce soir aussi, avec Nico qui est là avec la bouteille, à sélectionner les différents échantillons que Ferroni proposait à Pupa pour faire ses cuvées. Moi, j'avais dit que c'était de la merde. Hein. Ouais. Il y avait un Australien, il y avait un Jamaïcain et il y avait un Foursquare. Et on avait tous les trois flashé sur cet Australien qui était super bon. Ouais. Et... Une sacrée mâche. J'ai déjà goûté, hein, j'avais pris un peu d'avance du coup. Mais... Une sacrée texture, une sacrée gourmandise. Ouais, c'est dingo. C'est de la confiture. Moi, j'adore ça. Alors, il y a le côté hyper vineux. Attends, je vais finir l'histoire d'abord parce que sinon, on ne va jamais s'en sortir. Le bateau Galante allait partir quelques mois après.
Et depuis l'année précédente, avec Ferroni, on faisait des vieillissements aller-retour. C'est-à-dire que dès le départ du bateau, on met des fûts de sucre qui font le tour de l'Atlantique, toute la tournée avec, et qui reviennent chez Ferroni. On avait fait ça pour un seul fût de 50 litres l'année dernière. On avait fait aussi un T-Seb qui est sorti cet été et un All Brother qui n'est jamais sorti. Donc, c'est une petite surprise que réserve Manteau. Et donc, cette année-là, Scoop, on avait fait des photos à l'époque. Il n'a jamais mis en bouteille, donc je ne sais pas ce qu'il en fait. Il a peut-être tout bu. Donc, ça, c'est les fûts qu'on fait l'aller-retour. Ouais, c'est ça, on les charge. C'est le Tornaviagem, c'est ça? Tornaviagem. Alors, c'est un terme qui reparle des anciens vins portugais qui franchissaient 2 fois l'équateur. En fait, c'était les bateaux qui descendaient au Brésil et qui remontaient à l'équateur, enfin au Portugal, pardon, après, donc l'aller et le retour, 2 fois l'équateur. Et en gros, ça veut dire un peu tour complet en portugais. Je ne sais plus exactement quelle est la traduction, mais ça veut dire plus ou moins ça. Et c'est grâce à ces vins qui étaient de piètre qualité, qu'on mettait ou pour lester les navires dans le fond de cale, ou pour aller livrer les colonies en pinard, qu'on a fini par découvrir la façon de faire du madère. Donc c'est aussi pour ça qu'on a le mauvais terme de dire il y a beaucoup de gens qui, quand ils boivent un vin oxydé ou bouchonné, disent il est madérisé, alors que pour des gens, moi, c'est un compliment quand on dit qu'un vin est madérisé. Il y a le côté un peu mauvais qui vient de cette histoire-là. Donc, du coup, c'est comme ça qu'on a fini par dire attendez, on va rajouter du sucre dans ces vins-là, parce qu'ils vont mieux tenir le transport et la température de fond de cale. C'est comme ça qu'on a fini par reproduire le process à la madère de faire donc voilà l'histoire de Tornaviagem. Et donc je ne connaissais pas ce terme et c'était Ferroni qui m'avait dit tiens, je suis content de t'apprendre un terme viticole, mais donc on avait utilisé ça depuis l'année dernière. Donc là c'est un fût que j'ai mis pour moi cette année mais que j'ai acheté à Ferroni et fait avec lui, pour ça qu'il y a son packaging et tout ça. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué le détail, on a refait son étiquette avec en haut, on a pris le vieux port de Marseille, on a mis le Galante là. Excellent. Magnifique. Voilà. Donc, ouais, moi j'aime bien l'avoir fait. C'est le design original de Ferroni. C'est la photo noir et blanc de Marseille qui est en droit ouvert aujourd'hui. Et ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a un peu triché là sur les pavillons du bateau. Il y a le pavillon français et là il y a un pavillon d'une croix bleue sur fond blanc qui sont aux couleurs de Marseille, mais normalement c'est pas ces couleurs-là qui sont sur ce pavillon, c'est le croix-du, c'est un drapeau breton, c'est selon une partie de la Bretagne le vrai drapeau breton. C'est une croix noire sur un fond blanc. Et pour certains Bretons, c'est celui-là le vrai drapeau breton. Mais donc là, on a c'est les Bretons hardcore. C'est les débats internes chez eux. Mais du coup, on a triché, on a mis le bleu phocéen. Fondamentaliste breton. Exactement. Il ne faut pas les penser. Et donc voilà, le bateau repartant pour sa nouvelle rotation en novembre dernier. Ferroni a décidé de mettre 5 fûts. Il ne les a pas encore sortis, mais ça ne saurait tarder, je pense. 5 fûts différents de 50 litres. Et il y en a eu 2 pour la marque de rhum Manico aussi, qui est faite par Ferroni, qui est marseillaise. Et donc, je me suis dit, c'est trop bête. On a tout organisé. J'ai appelé les équipes là-bas en disant, si je vous ramène un fût, est-ce que vous avez 50 litres de rhum à me vendre? Ou là, on n'a pas le temps, tu veux quoi? Je sais exactement ce que je veux, vous mettez ça. Et puis, ça s'est organisé en 48 heures, honnêtement. Et donc, on est parti sur ça. Et le résultat, moi, il me plaît énormément. Parce que déjà, le rhum de base me plaisait. La manière de faire les choses, pourquoi on le fait, c'est pas juste pour dire on l'a fait, c'est parce qu'il y a un apport clairement sur les produits. Et en plus de ça, le finish que j'utilisais, qui est un finish en fût de Pedro Jiménez, et encore un fût vinique. Moi, j'aime beaucoup les élevages viniques. Il y en a qui n'aiment pas du tout, mais moi, je fais partie de ceux qui aiment ça. Le petit côté oxydé. Exactement. Alors, l'oxydation, il y a un peu. Moi, ça m'allait bien de prendre ce PX parce que tu avais l'oxydation du navire, mais aussi du fût. Pour moi, c'était logique dans ma tête. Vraiment, de prendre ce fût de PX, c'était. Le choix me semblait bon avant même d'avoir goûté le produit final. Puis finalement, j'étais très content à l'arrivée. Ça rajoute encore une couche de gourmandise. Ouais, c'est un régal. Après, il n'en manquait pas dès le départ. On peut acheter la bouteille, il y a la petite fiole avant-après. Top. 30 litres. Donc, en fait, c'est le rhum qu'on a. C'est celui qu'on a mis dans le tonneau. On a gardé en petite cuvinox chez Guillaume pour pouvoir faire cette petite comparaison. Excellent. Alors, après, je racontais ça. Il y en a qui disent oui, mais il fallait aussi faire un fût de PX qui ne voyage pas dans le bateau, qu'on puisse comparer tout ça. Mais bon, petit à petit, on arrivera à trouver le truc optimal. Mais après, le problème, c'est le prix de la bouteille quand on vous vend 5 bouteilles au lieu d'une. Mais bon, en tout cas, ça, je me régale beaucoup aussi avec ça. C'est top. C'est très complexe, très lourd. C'est pas forcément le rhum de tous les jours, quoi. Ouais, mais c'est très, très gourmand. Je me verrais bien manger un petit dessert avec ça. C'est un peu chocolat, un peu sympa, là. Ouais, tarte, tu sais, avec
avec des noix de pécan, des trucs comme ça, là, un truc bien caramélisé, je verrais bien ça là-dessus. Un petit fraisier de Pélissane. Oui, exactement. Fraisier. Un dessert aux fruits rouges avec, ça se marie très bien. Moi, je partirais plus sur un mendiant. Je note. Ouais, alors je serais un petit peu sur les fruits à coque comme ça aussi, un peu caramélisés. Ouais, j'étais là-dessus. Après, les fruits rouges, clairement. Hein. Déjà, Binley, je trouve qu'à la base, il y a une petite identité fruits rouges. Surtout les Binley que j'ai pu goûter, j'ai retrouvé ce côté. Sur les très jeunes, ça faisait même presque grenadine. C'était assez. Ouais, il y a étonnant. ce côté-là qui est fun. Ouais. Bon, là, tu as aussi le côté où ça a été élevé 14 mois en fût de baume de Venise. Chez du vin, ouais, c'est ça. Donc, vineux et puis vineux doux, sucré, fruité. Hein. Ouais. Mais ça colle bien avec le profil Binley. Ça marche bien avec justement le côté grenadine qui répond bien avec ça. Ouais. Mais c'est aussi pour ça que j'étais content de mon fût de PX, parce que je voulais un peu casser la douceur aussi, en apportant un peu d'oxydation. Ouais. Surtout que chez Guillaume, il explique ça bien, quand il achète ses fûts de baume de Venise, qui n'est pas très loin, enfin, c'est même plus près de chez moi que de chez lui. Il y a 1 heure et quelques de route pour aller là-bas. Quand il dépote les fûts de vin, ils vont sur place, ils mettent du rhum dedans immédiatement pour tuer tout risque de contamination. Ouais, et direct, ça arrive, c'est empiné direct. Et donc, du coup, ils ont une fraîcheur, ils ont une authenticité du baume de Venise qui est assez authentique. Et on y retrouve vraiment le sucre, le fruit. Donc, j'étais content de casser aussi un peu cette dynamique-là avec le PX. Moi, ça me plaît carrément beaucoup. Hein. Je l'ai bien dans la finale. Moi, j'ai bien Guillaume, pris ça dans la finale. Avec toutes ces finitions vin, entre guillemets, vin, vin cuit, vin doux, quoi qu'il en soit, je trouve que c'est assez clivant. Après, c'est un parti pris, hein, mais moi, je trouve ça clivant. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui vont aimer ce genre de finish-là, c'est-à-dire cette puissance avec cette sucrosité et cet aspect vineux, et il y en a d'autres qui ne vont pas du tout aimer, parce que justement, ils ne retrouvent pas l'essence du rhum comme ils le connaissent. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, moi, j'ai eu un débat avec Justin du bar de l'Ours, et justement, là-dessus, qui ne comprenait pas. Et voilà, quoi. Tu aimes ou tu n'aimes pas, ben, point, hein, terminé. Hein. Je pense que les deux écoles dont tu parles, Laurent, c'est plutôt le côté est-ce que tu as fait un élevage en fût de spiritueux ou un élevage en fût d'autre chose que du spiritueux, en vin ou quelque chose d'un autre degré, de plus vivant, etc. Parce que ce qui va déranger les gens, c'est un peu le reste de matière que tu as en bouche, le fruit souvent aussi, et aussi le tanin que certains alcools comme le vin, enfin alcool pas spiritueux du coup, ont et apportent. Tu n'as pas que le tanin du bois, alors que quand tu es sur un ex-cognac, un ex-whisky, un ex-bourbon, tu n'as pas ce tanin-là de l'alcool qui vient, tu n'as que le tanin du bois qui va venir. Donc je pense que le clivage part de là. Mais ça se respecte totalement. Moi, je suis toujours à dire. Oui. Mais moi, tu vois, j'aime beaucoup ces vins-là. Là, clairement, sur ce Ferroni-là, c'est assez lourd, c'est complexe. On sent le double élevage, la triple maturation, du coup, avec le jus de Bourbon avant aussi. On en a plein la bouche. C'est pas forcément, comme je disais avant, le rhum de tous les jours, quoi. Enfin, j'aime beaucoup ça, mais j'en boirais pas forcément tous les soirs. J'ai aussi envie parfois de boire un martiniquais en jus de Bourbon typique, quoi. Non, mais bon, après, le côté où tu n'as pas le. C'était pas un reproche. Non, mais bien sûr. C'est juste une constatation. Je pense que autant les autres, on est sur des rhums qui sont classiques, on est sur un Foursquare qui est, bon, tu sais ce que j'en pense, mais qui est très classique, entre guillemets, le Montebello, le Remonenc, autant le Binley, je le trouve vraiment différent et pas obligatoirement classique dans ce qu'on fait. Et je pense qu'il est beaucoup plus clivant. Tu as fait ce choix-là et il se respecte et je ne le critique pas. Mais je trouve que c'est celui qui est le plus clivant en tout cas. Ah ouais, je suis assez d'accord. Après, tu vois, à voir un peu les retours de tous ceux qui les ont goûtés. Les small casks, c'est très clivant aussi. Tu es sur un plus blanc, mais pas encore vieux. Mais il y en a qui ne savent pas quoi faire des jeunes comme ça, des jeunes vieux. Ouais. Des fois, c'est mal perçu, ce genre de jeunes. De petits 6 mois, 6-9 mois. Aussi, ouais. Mais bon, après, je suis d'accord avec toi, Laurent. C'est un rhum qui n'est pas pour tous les palais, hein, du tout. Enfin, je peux comprendre qu'on n'aime pas beaucoup. Là, j'ai un truc qui me reste beaucoup, surtout à force de causer. C'est un peu le côté violette séchée aussi qui reste. On va parler à notre ami toulousain là, qui est là maintenant. Il y a ce reste qui est là aussi en fin de bouche. Et ça fait un peu les tanins de raisin, quoi, pour le coup. Ouais, voilà, ce côté tanin de raisin, mais ce qui est marrant, c'est qu'on l'a aussi, surtout même sur le finish juste en baume de Venise. Alors, c'est pas un marqueur typique du baume de Venise, quoi. L'eau de rose. L'eau de rose, ouais.
Moi, je suis plus sur la Désolé, violette. mais bon, chacun a son affectif sur les arômes et sur les goûts. Et la première fois que j'ai goûté le Binley, c'est l'eau de rose. L'eau de rose pour moi, parce que c'est ce que je ressentais le plus. Vous êtes sur la violette, sur ce genre de choses, mais ça reste, ça peut être des fleurs blanches aussi. Mais l'eau de rose, moi, je l'imagine très bien sur ce rhum-là. Ouais. Les fleurs blanches et tout ça, du chèvrefeuille, muguet et tout, ça vient beaucoup du muscadin de Venise blanc. C'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup à verre vide quand on a bu ce vin-là. Donc ça, clairement, je les ai aussi. Ouais. Après, je vois où tu veux en venir, ce côté un peu eau de rose. Moi, c'est plus la violette. Mais, non, mais je vois tout à fait. Je voulais en profiter parce que bon, on est entre nous. J'ai pas salué tout le monde, mais Laurent, tu dis que le Binley là, c'est un choix, c'est clivant. Mais ça va être comme les Jamaïcains. Maintenant, on arrive à les reconnaître. On arrive à reconnaître la distillerie, on arrive à reconnaître l'alambic. C'est la même chose avec Binley. On n'avait pas l'habitude de goûter ces rhums australiens. Maintenant, je suis désolé. On refait une soirée à l'aveugle chez toi, là. Je lance l'invitation, hein, un petit projet X. On refait une soirée dégustation à l'aveugle. Le mec qui ramène un Binley. Une soirée raclette, par exemple. Ouais. Et on va le retrouver tout de suite. On a le fournisseur de fromage qui est là à côté de nous. Ouais, ça y est, il a mis un slip. Il a mis un t-shirt, on voit plus son slip, il a mis un t-shirt. Ouais. Oh putain, il a mis un slip, mais c'est sur la raclette, c'est habillé. C'est parfait. Ouais. Non, mais Laurent, on te refait une soirée dégustation à l'aveugle. Je te fais goûter un je vois ce que tu veux dire. Tu vas le sentir de suite. Bien sûr. Ah oui et non. Moi, je dirais que en Binley, moi, je trouve pas justement retrouver une espèce d'identité, quoi. C'est des rhums qui sont sympas, mais je n'arrive pas à me dire tiens, c'est un Binley à l'aveugle, j'aurais jamais. Ah si, moi je trouve que le côté grenadine là, il ressort surtout. J'avais fait un article là-dessus où j'avais fait 5-6 dégustations de Binley, voire un peu plus. Et vraiment, à chaque fois, c'était ce côté fruit rouge. Ça revient, ouais. Et vous avez goûté les béliers qui m'a un peu gêné, mais je n'ai pas du tout retrouvé la signature. Après, c'est vrai que moi, je les connais plus sous ces versions, déjà élevées quasiment un an ou plus en Baume de Venise. C'est vraiment ça que j'ai le plus pris chez eux. Ouais. Alors après, les Véliers, ils sont un peu plus élevés en fût de Bourbon. Typiquement, les Binley, normalement, il y a une partie d'élevage en foudre, enfin en cuve de brandy. Je crois que les Véliers ont été vraiment faits en fût de Bourbon, des fûts de Bourbon un peu plus frais. Du coup, ils perdent un peu plus leur identité première, selon moi. D'accord. Ok. Je lirai cet article, ça m'intéresse. Mais moi, je dirais, contrairement à Laurent, que plutôt que de dire que les Binley sont clivants, je dirais plutôt que c'est atypique. Oui, je suis d'accord. C'est pas que ça plaît ou ça déplaît, mais c'est plutôt qu'on se demande, est-ce que c'est vraiment du rhum? C'est pas trop ce que j'ai l'habitude de boire. J'ai pas les mêmes marqueurs qu'un Foursquare, un Traveller, c'est un rhum de mélasse un peu plus classique. On est moins dans le stéréotype du rhum. Mais est-ce que vous parlez, parce que Laurent, je pense que tu parlais plus de l'élevage que du rhum. C'est que je pense que l'atypicité est clivante. C'est-à-dire qu'il y en a qui, quand ils vont déguster un rhum, vont attendre à retrouver certains marqueurs. Quand tu es sur un agricole, quand tu es sur une mélasse jamaïcaine, quand tu es sur une mélasse Barbade ou Trinidad, enfin, on ne va pas tous les énumérer, mais l'idée est là. Et je pense que sur cette distillerie-là, qui n'a pas de marqueur, en tout cas, je pense qu'elle n'était pas suffisamment connue jusqu'à présent. Tout à fait. Pour avoir des marqueurs qui sont suffisamment identifiés. Alors, peut-être qu'il y a un microcosme qui connaît, je vois Nico, il reconnaît des marqueurs très bien. Moi, personnellement, Binley n'était pas une distillerie que j'avais. Non, c'est encore très récent. Tu vois mais ça va venir, je pense. Le fait que les premiers que je découvre, ce soit du haut degré, puisque moi, les premiers que j'ai découverts, c'est à la fois le rhum de David, pardon, de Poupa, ou celui de Guillaume, ou l'autre Guillaume Ferroni. Pour moi, je les ai toujours connus avec un finish. Et après, il y a celui d'Esprit à 78,2 là. Oui, c'est bon ça. Mais pour moi, c'est vrai que j'ai connu surtout les Binley avec des finishes. Et du coup, c'est dans ce sens-là où je dis que c'est clivant parce que cette atypicité, on l'aime ou on l'aime pas. Voilà. C'est bien, au moins on s'ennuie pas. Au moins. Après, tu as le produit basique Binley 40 degrés qui existe depuis pas mal d'années en France. Je ne sais pas si tu as goûté ça. Là,
L'embouteillage officiel. Mais les Très lambda, quoi. Enfin, Inner ouais. Circle, Ouais. là, il y a le réduit, il est dégueulasse. Et le Ah, full j'ai proof, pas trouvé, moi. ah, si, enfin, si, c'est dégueulasse. Ah, Mais, c'est vrai, ah, j'ai trouvé. mais- À 57, mais tu veux dire? alors, Le genre de Navy Proof, Enfin, à Nico, 57. Ouais, voilà. Nico est très tranché dans ses avis. ouais, non, mais c'est à chier. Non, franchement, c'est à chier, tu reconnais pas les Bah, marqueurs. oh. Par contre, Ah, le je full trouve proof, qu'on les a, moi. le full proof, ben voilà, il ressemble à ce qu'on goûte actuellement, notamment les deux l'esprit. Il est très bon, le full proof. Ouais. Ouais, je Voilà, suis d'accord avec toi. mais le réduit, oui, effectivement, c'est pas un réduit, c'est un Navy. 57. Ouais. Oh la vache, mais on est. Enfin, Ah bah, faut que je le regoute. J'avais Ah, acheté, c'est pas bon. une bouteille, du coup, il faut que je le regoute. mais c'est pas bon. Je te renverrai la bouteille, du coup, si je l'aime pas, parce que ce sera de ta faute. Oui, Bah, de toute façon, ben ouais, vas-y, vous m'avez envoyé un j'aime pack. bien en lave-glace, c'est sympa. ça arrache les moustiques et tout, c'est bien. Bon, bah, sur ce, messieurs, on va s'arrêter là parce qu'on a largement dépassé le temps. Et, On n'a pas goûté le Foursquare blanc, hein. On Parce a que moi, été j'ai un échantillon de très Foursquare bavard. blanc. Désolé, Nicolas. je vous coupe et je laisserai la réunion ouverte si vous voulez, si on continue la petite réunion de famille. En attendant, je dis au revoir à tous nos spectateurs et je dis un grand merci à Guillaume d'avoir été avec nous. Merci à Désolé vous de pour pas d'avoir pu te laisser Oh non, mais moi, ça va voilà, très bien. Je pourrais aller dîner expliquer tranquille. tout ça, mais on aura le temps d'en reparler, j'espère, Avec quand on plaisir. se recroisera. Le soir des Parce que ça cigares. fait un petit moment quand même qu'on ne s'est pas vu. Bah, carrément. Bah, pour info, je serai sûrement à la table du loup vendredi soir. Enfin, demain soir, d'ailleurs. Ah, excellent. Bon, bah, Avant d'aller prendre mon train, si jamais il y en a qui veulent passer. on va voir ce qu'on peut faire. Et, voilà, bah, je vous dis au revoir à tous. Je coupe. Au Bye revoir. bye. Merci à tous. Au revoir. Ciao, Nico. Ciao. Bye.